Bonsoir, chers internautes et amis et chers frères en Christ. Une fois de plus encore, je suis très heureux d'être devant vous afin que notre nouvelle plateforme que nous avons mûrement réfléchi pour la construction à notre niveau de notre cher et beau pays. Donc, je vous demande gracieusement de vous connecter, de faire un partage en masse et que véritablement le soutien indéfectible que vous nous accordez continue à se solidifier. Je suis honoré et bonne fête de la nativité par anticipation à tous les Camerounais, ceux qui sont à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, et soyez couverts du sang du Christ Tout-Puissant, afin qu'il vous comble de bonheur, de beaucoup de joie, de santé, de fécondité et de richesse, afin que notre pays prospère dans sa grandeur d'antan. Je vous salue encore une fois de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes. Partagez en masse. Vraiment, ça va m'aller droit au cœur. Et acceptons tout, c'est-à-dire que tout point de vue, que ce soit les points de vue positifs ou négatifs, sont les bienvenus. C'est ça qui pourra nous permettre de mûrir et de grandir et d'avoir un esprit élevé. Donc, ne vous alarmez pas d'insultes vis-à-vis des uns et des autres. C'est-à-dire que le point de vue de chacun compte. C'est une plateforme où c'est la science qui doit prévaloir. La diversité, la divergence des idées. Pas que c'est... Nous sommes tous des Camerounais, comme je le cesse de le marteler. Tous les Camerounais sont mes frères. Donc, je vais encore interpeller une fois de plus. Partager. Donc, partager. Je vais encore interpeller une fois de plus le ministère de la Justice en tant qu'un père, en tant qu'un haut commis de l'État qui a gravi tous les échelons dans l'administration camerounaise. Monsieur le ministre de la Justice, vous êtes un père de famille et c'est un cri de cœur. Je ne dirais pas que peut-être vous êtes le responsable principal de la détention de M. Georges Gilbert Baola, le président du Parti républicain, du web journaliste M. Paul Chouta. C'est vrai que c'est votre responsabilité en tant que ministre de la Justice. Vous pouvez assouplir un certain nombre de choses. J'ai fait cette interpellation parce que je connais votre grandeur et votre perspicacité en tant qu'un haut commis de l'État. C'est vrai que nul n'est parfait absolument, mais alors, entre autres, c'est vrai que vous fréquentez constamment, vous êtes catholique comme moi. Je vous vois souvent chaque fois à la chapelle le dimanche. Ça sous-entend que vous êtes en communion avec Dieu. Donc, Paul Chouta, c'est votre fils. M. Georges Bebangola, c'est votre fils. Vous savez, vous pouvez être ministre de la Justice, mais vous ne savez pas ce qui se passe par derrière. Les agendas cachés des uns et des autres, le réseautage que beaucoup de gens ont orchestré dans notre pays. Ils ont embrigadé beaucoup de pans de la société et font de ça ce qu'ils veulent. Donc moi, c'est un cri de cœur à votre endroit, en tant que responsable de notre justice, d'essayer beaucoup plus ou moins, vous êtes magistrat, de vous pencher sur ces dossiers parce que lorsque quelqu'un passe il y a plus de 9 mois, 8 mois, sans qu'il ne soit présenté au tribunal, ça cause un véritable problème. J'ai vu la présentation de votre plaidoirie sur, par exemple, la liquidation d'un certain nombre de procédures judiciaires, les lenteurs sur les procédures judiciaires. Vous avez par exemple dénoncé un certain nombre de choses sur la surpopulation carcérale. Et vous vous souvenez de ces émeutes qui sont survenues après peut-être 1 an et demi après votre sortie. Donc, ça veut dire véritablement que c'est vrai. On ne dira pas que tout est rose, ça dit que tout est de meilleur dans ce Cameroun, mais alors il y a un certain nombre de choses qu'on peut corriger pour permettre véritablement que des pays qui sont partenaires et amis du Cameroun comprennent véritablement qu'on peut avancer, malgré que certaines personnes ne voudraient pas que ça avance. Et ce sont ces gens-là que nous n'allons cesser de les dénoncer. Donc, monsieur le ministre de la Justice, c'est un cri de cœur. Vraiment, c'est ce que je souhaitais. Maintenant, chers internautes, nous allons beaucoup plus nous attarder aujourd'hui sur les thématiques
qui ont été libellés au bas de votre petit écran sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et nous allons embrayer sur la fameuse mascotte qui a coûté 712 millions, cette entourloupe, cette mafia qui a été orchestrée au ministère du Sport et de l'Éducation physique. Parlant de la Côte d'Ivoire, je vous dirais tout simplement que, chers internautes, personnellement, moi qui suis votre humble serviteur, je ne suis pas surpris de cette situation parce que je l'avais prédit. Je l'avais prédit parce que pour toutes les personnes qui nous ont entendus prendre la parole depuis la tentative du coup d'État du 18 au 19 septembre 2002 qui avait partitionné à 70% le territoire ivoirien. Moi qui vous parle, en 2002, M. Jean-Marie Ayouman Ambouwale, qui était le tout premier chef de protocole du président Laurent Gbagbo, qui avait été nommé comme ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire ici au Cameroun. Et il s'était lié d'amitié avec beaucoup de journalistes. À l'époque, M. Emmanuel Juntab, officier du côté de la radio Tchémini Siantou. Et il faisait la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire parce que sur le plan de la diversité culturelle, anthropologique, même historique, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. C'est-à-dire que les mêmes mentalités que vous voyez les Camerounais se comporter, la jouissance, l'alcoolisme absolu, c'est-à-dire que le festoiement, c'est-à-dire que l'ambiance. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, sur le plan culturel, nous avons les mêmes similitudes. Et M. Ayouman, et il venait ici et il faisait la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire, singulièrement du pouvoir du président Laurent Gbagbo, qui était à cette époque diabolisé par la France de Jacques Chirac. Et je me souviens très bien, on avait eu à embrasser ces projets, mais sur un autre canal. C'est-à-dire qu'il consultait, c'est-à-dire que les Camerounais qui étaient des intellectuels engagés, des gens qui étaient d'un esprit ouvert, très critique par rapport à la politique de la France-Afrique. Et ça, je ne trahirai pas un secret. En 2003, il m'avait fait une proposition de m'octroyer une bourse pour aller étudier à l'université de Grand Bassam, qui est en partenariat avec l'université de la Pennsylvanie aux États-Unis. C'est mon défunt papa qui avait opposé une fin de non-recevoir parce que les hostilités étaient tellement très fortes. Donc, la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est comme un troisième pays, comme le Cameroun, qui est d'abord mon pays sur le plan ancestral, l'Algérie, parce que sur le plan scientifique, c'est là-bas où j'ai acquis un certain nombre de choses et l'autorité qui me permet aujourd'hui de m'adresser à vous. Donc, la Côte d'Ivoire, je la connais très bien, c'est 322 000 km², 60 ethnies, bon, 60 tribus. Disons les choses comme ceux qui aiment souvent qu'on essaie de dire ça, les Occidentaux, singulièrement les Français. Mais je voulais dire 60 familles, parce que c'est comme ça en Afrique. Ethnie, tribu, là vraiment, ça, ce sont les divisions. Donc, c'est un pays qui est très cher à nous, chers frères. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, nous interpelle. Nous interpelle pourquoi, chers internautes? Il faudrait qu'on vous explique les choses telles qu'elles sont. Vous savez, Félix Houphouët-Boigny était cet agent français, c'est-à-dire il a d'abord travaillé dans le gouvernement colonial français, comme vous le savez très bien pour ceux qui lisent l'histoire. Et c'est des gens qui ont été moulés, c'est-à-dire que dans le prototype de cette politique ultra, c'est-à-dire que sophistiquée à l'avantage des intérêts de la France, étant donc rentré dans notre cher et beau continent qui est immensément riche, ces sous-préfets fabriqués de toutes pièces pour continuer à implémenter l'endocolonisation. C'est-à-dire, c'est quoi l'endocolonisation? C'est-à-dire, les Blancs sont partis, peut-être physiquement, mais dans l'âme et dans l'esprit, ils ont laissé les suppôts, qui sont ceux qui se bombent le torse d'avoir étudié dans les soi-disant grandes universités qui ont été initiées dans les ordres initiatiques, la Grande Loge maçonnique de France, le Grand Orient de France, pour continuer à perpétrer la politique de la prédation de nos sous-sols et de nos différentes richesses. Donc, il faut dire que Houphouët-Boigny était un pion de la France-Afrique avec Omar Bongo. Ils étaient nombreux, les Sassou Nguesso, ceux-là véritablement, les Bokassa, les gens Bedel Bokassa, comme vous le savez très bien, qui faisaient la politique de l'autruche, c'est-à-dire que lorsque les véritables panafricanistes se réunissaient pour parler du devenir de notre cher et beau continent, voilà donc des gens que après la réunion, qui prenaient les téléphones pour informer le maître, qui était la France, de ce qui s'est dit en ces différentes réunions. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse une situation critique et très dramatique. Ne vous leurrez pas. Pourquoi? Je vais vous faire un peu l'historique
c'est-à-dire que très bien structuré et très bien agencé de la naissance de ces conflits qui est encore d'actualité aujourd'hui. Chers internautes, Houphouët-Boigny, c'est vrai, il était tout ce qu'il était, très dangereux, un mafiosi, servant les intérêts de la France, mais c'était quelqu'un, dans ses ambitions, il voulait faire de la Côte d'Ivoire les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire que tout Africain résidant en Côte d'Ivoire était le bienvenu. On ne connaissait pas ces histoires de cartes de séjour, il faut payer tel nombre d'impôts, parce que pour lui, il estimait que pour faire un pays fort, il faut faire avec tout le monde. Mais alors, il s'est heurté dans les années 90 avec tout ce que vous connaissez là, le mur de Berlin, pour accepter un certain nombre d'avantages pour que le Fonds monétaire international l'aide au développement pour que la France vous l'octroie. Il fallait véritablement que vous vous inscrivez dans la posture des pays démocratiques où de renavant, ça ne sera plus la pensée unique. Et dans les années 88-90, Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a connu une crise économique très forte. Très forte, pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, la chute du prix du cacao, ce qui fait que sur le marché mondial, le cacao n'était plus écoulé à un prix permettant aux agriculteurs de pouvoir vivre de leurs produits. Et il s'était donc fait la proposition, c'est-à-dire que d'acheter chez les cultivateurs, afin de stocker et d'attendre le moment venu lorsque les prix devaient retrouver un réajustement permettant véritablement à ces producteurs-là d'entrer en possession d'une manne conséquente à leur effort. Alors, il a stocké ces cacao. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup de difficultés sur le plan économique. C'est en cela où il entre dans une posture, dans une perspective de la recherche d'un véritable économiste pour repenser l'économie de la Côte d'Ivoire, parce qu'auparavant, les leviers avaient été posés et les jalons par M. Tundian Poeni, un grand savant camerounais, brillant économiste. Vous verrez qu'il n'est même pas enseigné dans nos soi-disant universités qu'on appelle l'université, nos grands lycées. Vous vous souvenez de sa mort tragique où on l'avait trouvé pendu dans sa chambre. Donc, c'est donc comme ça que les réseaux maçonniques, vous savez que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ils fabriquent c'est-à-dire qu'une certaine élite africaine où ils ont des agendas cachés pour que ceux-là continuent à perpétrer le néocolonialisme dans nos États, afin d'embrigader nos économies. C'est-à-dire que peut-être 20 ans, 30 ans à l'avance, les gars font des projections pour que ceux-là deviendront soit des présidents de la République, soit des hauts commis de l'État, afin que la prédation continue à prendre corps. C'est comme ça donc Houphouët, avec ses conseillers toxiques français, décidé de se confier à eux et leur demandant de lui trouver quelqu'un qui sera susceptible de ramener ces miracles ivoiriens. Nous sommes là en 1992-93. Et c'est donc comme ça que les réseaux maçonniques juifs entrent en contact avec Alassane Dramane Ouattara. Et il faut rappeler pour votre gouvernance, chers internautes, Alassane Dramane Ouattara, contrairement à ce qu'on veut toujours faire croire aux gens, n'est pas un Ivoirien. C'est un Burkinabé. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la Haute-Volta. Il est né là-bas, à la Haute-Volta, à Ouangologo. Ouangologo, c'est la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il obtient son baccalauréat art philosophique en 1954. Et c'est-à-dire que sur l'appellation de la Haute-Volta, c'est-à-dire qu'il obtient une bourse pour aller étudier à l'université de la Pennsylvanie comme voltaïque. C'est-à-dire que comme Burkinabé. Étant arrivé là-bas, il fait ses études et c'est comme ça qu'il est recruté à la Banque mondiale via les réseaux qu'il avait propulsés là-bas et il devient directeur adjoint du FMI. Donc au fait, ces conseillers français qui savaient qui était Ouattara, un homme des réseaux que les Français et les autres avaient bien fabriqué, lui font la proposition que voilà l'homme qui est susceptible de redresser votre économie. Et entre autres, Alassane Dramane Ouattara ayant été directeur adjoint du Fonds monétaire international, travaillait déjà à la BCAO, la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que l'équivalent de la BEAC ici, et que voilà l'homme qui est susceptible de rebooster, c'est-à-dire que c'est un miracle ivoirien. Alors, chers internautes, le piège dans ça, c'est que lorsque Ouattara donc arrive, c'est-à-dire Houphouët et lui ont d'abord eu un entretien, c'est-à-dire que face-to-face, où M. Houphouët, qui était, c'est-à-dire qu'un pion de la France, qui connaissait, c'est-à-dire que
tous les mécanismes mafiosi de la France. Il s'est entretenu avec Ouattara, ils ont échangé, il a fait des propositions à Ouattara. Alors, M. Houphouët savait très bien que Ouattara n'était pas ivoirien. Alors, dans les deals tacites, chers internautes, Houphouët dit à Alassane Dramane Ouattara que c'est vrai, je vais te nommer Premier ministre avec les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que vous ferez, c'est-à-dire que votre politique, vous allez vous-même former votre gouvernement, choisir vos hommes, enfin que vous vous mettez au travail et tout ce que j'attends de vous, c'est votre résultat. Mais il y a une seule condition, c'est de toi à moi ici, en ce qui concerne la politique intérieure de la Côte d'Ivoire, ne t'y intéresse jamais. Ça, Houphouët le lui a dit cela. Alors, c'est comme ça que Ouattara est donc nommé Premier ministre avec les pleins pouvoirs. Il arrive, il fait l'état des lieux. La première mesure qu'il prend, c'est qu'il dit d'abord au Houphouët-Boigny qu'il faut instaurer la carte de séjour. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est comme la Suisse en Europe. C'est un pays où, je crois que c'est le 3e pays au monde qui a le flux migratoire le plus élevé et où on retrouve beaucoup plus les apatrides, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de nationalité. C'est eux que vous avez vu, dont ils ont partitionné le pays à 70%. Et c'est donc comme ça que Ouattara Alassane, il est nommé, il choisit, par exemple, il y a un Guinéen là, qui est opposant là actuellement, qu'il a choisi, Sidia Touré. Il a choisi Sidia Touré d'abord au départ comme son directeur de cabinet, qui n'était pas ivoirien, il le savait très bien. Et il dit à Houphouët, instaurons la carte de séjour, ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Parce qu'il y avait près de 3,5 millions de Burkinabés, ceux qui sont recensés officiellement, hein, près d'1 million de Sénégalais, les Maliens peut-être 2,5 millions, les Guinéens, dont la Guinée-Conakry, les Sierra-Léonais. Et ça a commencé à fusiler, c'est-à-dire que le vivre ensemble. Parce que ces gens se sentaient des Africains, des Ivoiriens. Beaucoup d'entre eux avaient déjà des portions de terre, contrairement à cette fausse loi de l'autochtonie qui est ici chez nous. Les gens ne comprenant pas les enjeux de cela prennent des mesures comme ça là, et ils savent qu'ils sont illégitimes. Alors, Ouattara avait compris que c'est par où il fallait commencer parce que dans sa posture, la division, il savait très bien que c'était son agenda caché. Alors, la carte de séjour, après, il lançait les privatisations sauvages, comme vous avez vu ici là, au Cameroun dans les années 2004, 2005, 2006, où les gens vous présentaient que non, c'est la pression de la Banque mondiale, du FMI, il faudrait privatiser un certain nombre de sociétés pour permettre un temps, parce que les gens savaient ce qu'ils faisaient. Les privatisations sauvages, et maintenant, ceux à qui il a accordé la part des marchés, c'était Bouygues, Satom, c'est-à-dire que c'est les réseaux français. Parce que vous savez que la prise de pouvoir nécessite, c'est-à-dire que beaucoup de moyens, c'est-à-dire celui qui veut prendre le pouvoir dans des moyens un peu très c'est-à-dire que peu orthodoxes, c'est-à-dire la violence, la guerre civile. Et c'est dans ces principes que ces messieurs s'étaient inscrits, sachant très bien qu'ils n'étaient pas ivoiriens. C'est que je vous parle, j'étais à l'université Félix Houphouët-Boigny, j'ai mené des recherches très approfondies sur la Côte d'Ivoire. Ce sont les éléments avec des preuves bien illustrées, bien orchestrées, bien agencées que je suis en train de vous faire part. Alors, il lance ces privatisations. Les plus grands bénéficiaires, ce sont les multinationales françaises. Entre autres, il crée des fissures au sein de l'armée ivoirienne. Alors, il commence à créer ces réseaux parce que ça fait partie des mécanismes de prise de pouvoir. Dans des postes stratégiques, il instrumentalise un certain nombre de responsables du haut commandement pour faire la promotion des gars Diola. C'est-à-dire que les gars mandingues qui parlent le Diola, c'est-à-dire que les langues là-bas en Afrique de l'Ouest, bon, le malinké, c'est-à-dire que c'est communément comme, c'est-à-dire que c'est qu'on appelle ici là, le foufloudé, c'est-à-dire qu'ils ont une communication ensemble. Et c'est donc comme ça que dans sa posture pernicieuse qu'il est, cherche véritablement le pouvoir, il veut le prendre par tous les moyens, parce que c'était ça son agenda caché. Alors, c'est donc comme ça que Houphouët-Boigny, déjà affaibli par la maladie, nous sommes là en 1993, Ouattara commence déjà à mettre Houphouët-Boigny à l'étroit. Entre autres, Houphouët-Boigny sent le jeu venir, la dangerosité de l'homme. Le premier coup de poignard que Alassane Dramane Ouattara fait à Houphouët-Boigny, c'est que Dominique Ouattara que vous voyez là, c'était une amante de M. Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire c'est elle qui gérait le patrimoine immobilier de ces derniers. Ouattara commence à sortir avec elle et quand Houphouët apprend que Ouattara et elle entretiennent une relation amoureuse, M. Houphouët entre dans une colère d'enfer. Et là, ça dit que le mur commence à se fissurer.
économique et social de la Côte d'Ivoire, du président Laurent Gbagbo, parce que cet homme, pour vous refaire l'historicité de la venue de Ouattara Alassane au Burkinabé. Alors, Philippe Yassé était le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'était le dauphin constitutionnel, selon la constitution qui était encore d'actualité avant le changement en 1993. Au fait, donc, voyant donc cela, il comprend véritablement qu'il faudrait qu'il essaye de stopper l'élan pouvoiriste de ce Burkinabé Alassane Dramane Ouattara. Alors, Henri Aimé Konan Bédié, entre autres, qui est un des enfants de Félix Houphouët-Boigny, qui a eu affaire avec une Ghanéenne, parce que lui, là, Bédié, c'est aussi un enfant incestueux. Bon, là, n'est pas le problème. Il était Premier ministre. Premier ministre. Il était ministre des Finances. Et c'est comme ça que Monsieur Houphouët décidé donc de changer la constitution. Il dit dorénavant, le président de l'Assemblée nationale, il enlève Monsieur Philippe Yassé. Il nomme Henri Konan Bédié comme président de l'Assemblée nationale. Et alors, étant déjà très affaibli dans sa maladie, ne contrôlant plus rien, et là, la responsabilité revenait à Bédié d'être clairvoyant, d'anticiper et d'essayer d'avoir une politique juste pour équilibrer les choses afin de voir comment il fallait s'en débarrasser du Burkinabé. Alors, Ouattara a commencé à gérer la maladie de Houphouët-Boigny en catimini, c'est-à-dire qu'il faisait la rétention de l'information. Il choisissait les moments où Houphouët était déjà tellement fatigué, il vient avec les dossiers, celui-là a posé sa signature et lui, il va faire ce qu'il a à faire. C'est donc comme ça que, lorsque Félix Houphouët-Boigny décède le 9 décembre 1993, chers internautes, Ouattara Alassane attend près de 3 mois avant de faire annoncer cela, parce qu'il faut le dire, hein, il était mort 3 mois à l'avance. Et il fallait qu'il ait une bonne emprise sur l'appareil de l'État. C'est-à-dire que je vous ai dit l'appareil économique, l'appareil militaire, parce que ce sont ces deux appareils-là qui vous donnent le pouvoir. Et c'est donc comme ça que, partant pour la Suisse, si là-bas où M. Houphouët avait rendu l'âme pour aller chercher son corps, étant arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans son plan machiavélique, il savait tout ce qui s'est passé, il s'est encore approprié les obsèques. C'est donc comme ça que Henri Konan Bédié et lui, la division naît. Parce que Bédié, qui est le dauphin constitutionnel, qui sait très bien que c'est à lui que, après le décès de Houphouët-Boigny, c'est lui qui doit assurer l'intérim afin d'organiser les prochaines élections. Mais, vous savez, chers internautes, vous allez m'excuser. Lorsque vous n'êtes pas aussi une tête bien faite, il vous manque un peu l'intelligence du village. Parce que vous pouvez même ne pas avoir la bonne intelligence de l'école, mais entourez-vous au moins des personnes qui sont susceptibles de temps à autre de vous dire la vérité et d'attirer votre attention. Bédié, de manière unilatérale, dans sa foubérie, dans son ignorance, il lancer une guerre frontale avec le Burkinabé Alassane Dramane de l'ivoirité, où il dit ne peut qu'être ivoirien et candidat à un poste, soit le président de la République, un poste électif, pour parler de manière courte. Celui qui est ivoirien, soit des pères ou des mères, est né sur le territoire ivoirien. Il savait très bien que Ouattara Alassane n'était pas un ivoirien. Comme je vous ai dit, il est né à Ouangologo. C'est la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Son père était un commerçant, un djola, vendeur de cola. C'est-à-dire que c'était un immigré, quelqu'un il arrivait ici, il s'installe, il arrive là-bas demain. C'était comme ça. Quand il lançait donc cette loi, elle vise Alassane Dramane Ouattara, mais il n'y a pas de date dans cette manière de faire de Bédié, parce qu'il lui a manqué la clairvoyance nécessaire. Et c'est donc comme ça que Ouattara Alassane, avec ses réseaux français et son frère burkinabé Blaise Compaoré, qui était le mercenaire de la destruction de l'Afrique de l'Ouest, en complicité avec Muammar Kadhafi, parce que la guerre en Sierra Leone et au Libéria, les armes passaient par la Libye, étaient domiciliées au Burkina Faso, idem comme la tentative du coup d'État du 18 septembre au 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire. C'est donc comme ça que Ouattara Alassane, sachant très bien qu'il n'a pas le coup de franche pour devenir président de la République en Côte d'Ivoire, il crée le Rassemblement des Républicains, où en masse, ceux qui adhèrent, ce sont des djolas, c'est-à-dire que des personnes apatrides, qui sont comme lui des immigrés, des gens qui n'ont pas de pays. C'est-à-dire qu'ils ont des pays, mais ils n'appartiennent pas sur le territoire ivoirien. Donc les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais,
Et c'est un Sierra Leonais musulman parce que c'était un peu un parti à connotation, c'est-à-dire qu'avec une définition identité, c'est-à-dire que identité bien prédéfinie, c'est-à-dire que musulman pour porter une fausse cause. C'est comme ça que dans leurs différentes communications auprès des populations incultes, indigentes, ils ont essayé d'inoculer un principe selon lequel les musulmans ne sont pas les bienvenus en Côte d'Ivoire, on est en train de les discriminer, on n'aime pas les musulmans. Et là, ils ont reçu réception du côté de Kadhafi. Vous savez que Kadhafi était un peu comme le Qatar, c'est-à-dire que quelqu'un qui aimait des causes comme ça, il finance, il prend tout l'argent de la Libye et il vient détruire vos États. C'est comme ça donc que le Rassemblement des Républicains, le RDR, avec les Henriette Diabaté que vous voyez là, qui est une Burkinabé, avec Soumaoro, tous ces gens que vous voyez là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils entrent donc dans une guerre frontale. Entre autres, Bédié est un peu comme ces rois fainéants, c'est-à-dire que ces jouisseurs qui aiment boire, qui aiment jouir, qui aiment la chair. Alors, ils n'arrivent pas à garantir un certain nombre de ces arrières. C'est-à-dire quoi? Parce que quand vous lancez une démarche comme ça, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Connaissant les réseaux que Ouattara avait, il fallait automatiquement que Bédié s'appuie sur une armée forte et que sa gouvernance soit beaucoup plus une gouvernance basée sur l'homme et qu'elle ne soit pas une gouvernance basée sur la prédation où une pseudo-élite va s'accaparer de la plus grande, immense des différentes richesses. C'est donc comme ça que le 24 décembre 1999, ces fameux coups d'État réussis. C'est-à-dire quoi? Ce sont les soldats ivoiriens qui étaient pour les forces de maintien de la paix pour le compte de l'Union africaine. Alors, étant rentrés de leur mission de la Centrafrique, parce qu'ils officiaient en Centrafrique, et ils avaient ce qu'on appelle les aérés de leurs primes, parce que vous savez que lorsque vous êtes en mission dans un pays, c'est-à-dire que c'est l'Union africaine ou les Nations unies qui se chargent de payer vos salaires et vos primes. Il se pourrait donc que les primes et les salaires de ces officiers de police, en fait, ces forces de défense et de sécurité étaient reversés et les gens détournaient cela. Étant donc arrivés au pays, ils ont été instrumentalisés parce que le coup d'État avait été bien préparé. C'est-à-dire quoi? Ibrahim Koulibaly, qui était l'attaché militaire de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, a été d'abord le garde du corps d'Alassane Dramane Ouattara. Entre autres, c'est comme ça qu'ils ont commencé à préparer les coups. Il est donc parti du Canada, rentré en Côte d'Ivoire. Ouattara était déjà entré en contact avec un certain nombre de hauts officiers musulmans, officiers dans l'armée ivoirienne. C'est comme ça que ces derniers ont été instrumentalisés. Ils ont envoyé quelques militaires dans la rue. Avec les armes, ils ont commencé à tirer en l'air. Et c'est donc comme ça qu'on profite. On instrumentalise le général Robert Gueye, qui s'approprie, c'est-à-dire que ce coup d'État, en complicité avec la France. Parce que quoi? À l'époque, l'actuelle présidence de la Côte d'Ivoire, il y avait un tunnel qui reliait ça avec l'ambassade des Français directement. C'est le président Laurent Gbagbo qui est venu dynamiser, au fait, qui a fermé ça. C'est-à-dire qu'on pouvait vous convoquer, là, vous passez tunnel, vous vous retrouvez à l'ambassade des Français. C'est comme ça qu'on avait convoqué Bédié, ignorant qu'il était, il est allé là-bas et on lui a donné un hélicoptère qu'il avait transporté pour l'autoroute. C'est comme ça donc que Gueye prend l'affaire. Et quand Gueye prend l'affaire, Ouattara a l'impression que le terrain lui sera balisé afin d'arriver et de s'installer. Voilà l'historique de cette histoire. C'est donc comme ça que Gueye arrive, il prend goût de l'affaire et refuse de ne plus coopérer. Entre autres, il entre dans la liste des gens qu'on doit liquider, chers internautes. Alors, ce coup d'État ayant réussi, il y a donc un enjeu sur le plan stratégique qu'il faut reconfigurer, c'est-à-dire quoi? Le président Laurent Gbagbo, qui est un opposant historique, qui a contesté l'hégémonie du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avec son Front populaire ivoirien, qui était un opposant de la première heure, rentrant donc du Gabon à une rencontre avec M. Omar Bongo Ndimba, père à son âme, arrive en Côte d'Ivoire, Ouattara lui tend la main, qui doivent faire alliance. Le président Laurent Gbagbo, qui sait très bien que Ouattara n'est pas quelqu'un qui respecte sa parole, les deux, il n'est pas ivoirien, parce que ne nous leurrons pas, il ne l'est pas, vraiment. Alors, le président Laurent Gbagbo va vers Gueye, c'est-à-dire il dit à Gueye que bon d'accord, nous allons faire chemin ensemble, mais voilà comment on doit s'organiser. Contrairement à ce qu'on vous a dit, chers internautes, chers Africains, qu'on arrête de vous tromper. La présidentielle d'octobre 2000 avait été remportée haut la main par le président Laurent Gbagbo.
Gaydon ne voulant pas partir, parce que pour la France, Gbagbo était quelqu'un qui ne devrait jamais exercer le pouvoir de l'État de ses côtés. C'est-à-dire que la France ne s'attendait pas. Il a déjoué tous les pronostics. Et vous connaissez le dénouement de cette affaire, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo qui avait une certaine légitimité auprès de la population. Et la rue l'avait porté en triomphe pour qu'il exerce son pouvoir. Ouattara donc repositionne ses cartes. Ayant donc constaté qu'il a été, entre guillemets, dupé par Gueye qui devait jouer les sales jeux en lui balisant le terrain pour qu'il arrive au pouvoir. Alors, pour rebattre ses cartes, il relançait donc la fibre tribale. Donc oui, Gbagbo est arrivé, on est en train de tuer les musulmans, on a trouvé le charnier de Yopougon, la plupart des corps ce sont les musulmans, on n'aime pas les musulmans. Donc il commence à faire l'intox de l'information à Radio France Internationale avec les amis, les Christophe Babouvier. La France de Chirac récupère. C'est comme ça qu'on commence à séquestrer psychologiquement, attaquer, à dénigrer la victoire du président Laurent Gbagbo, à structurer une communication criminelle. Ah oui, entre autres, il y avait déjà des fusils au sein de l'armée ivoirienne, c'est-à-dire les hauts officiers musulmans, Ouattara et Ibrahim Koulibaly, leur demandaient de démissionner. Parce qu'il faut leur rappeler que la vraie, en fait, ceux dans le corps de défense et de sécurité qui étaient les mieux formés, ce sont les gendarmes. L'armée régulière elle-même était une armée bon, formée, mais très au rabais, mais elle était sous-équipée. Donc elle n'était pas énormément équipée. C'est donc comme ça que la ville d'Impo, c'est-à-dire que c'est par où Blaise Compaoré a fui pour entrer à Yamoussoukro, dans sa soi-disant belle famille. Donc la ville de Pau, c'est là où le régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré avait été formé, en fait, a été créé. C'est là-bas où les gars s'est formé. C'est là-bas où la plupart des officiers musulmans ivoiriens qui démissionnaient de l'armée se rendaient au Burkina Faso, allaient là-bas subir les formations militaires et le coup d'État était très bien préparé de ces côtés là-bas. Alors, il y a donc un problème qui se passe. En 2001, ils veulent d'abord faire une tentative de coup d'État. Le président Laurent Gbagbo est informé. Il appelle Blaise Compaoré. Blaise Compaoré nie. Alors, le président Laurent Gbagbo continue toujours à être très vigilant. Il envoie les émissaires de manière tacite essayer de négocier avec Blaise parce qu'il y avait des informations qui remontaient ça et là, qu'il y avait véritablement des troubles qui pourront venir du Burkina Faso, chers internautes. C'est donc comme ça que, lorsqu'on arrive en 2002, à partir d'avril 2002, les signaux avaient déjà été visibles. Le président Laurent Gbagbo a dépêché un de ses ministres, on l'appelait Bala Keïta. Nous sommes là en juillet 2002 pour une rencontre secrète parce qu'il avait vent de ce que une bonne partie des rebelles étaient déjà bien stationnés dans la ville de Pau et certains résidaient à Ouaga 2000 parce qu'il faut le rappeler, Ouaga 2000, c'est la ville qui a été construite par Muammar Kadhafi avec l'argent du sang, c'est-à-dire le recyclage de l'argent des djihadistes, l'attentat de l'Okabi, parce que tous les djihadistes que vous voyez aujourd'hui détruits le Burkina Faso là, la plupart de leurs chefs sont domiciliés à Ouaga 2000. C'est donc comme ça que Bala Keïta se rend à Ouaga 2000 au palais de Kossiam, rencontrer Blaise Compaoré. Au sortir de l'entrevue avec Blaise Compaoré, il est logé dans un hôtel ouagalais. Très tôt, le lendemain, dans la matinée, on trouve que Bala Keïta a été assassiné. Et on dit que c'est par une balle blanche qu'il a été tué. Est-ce qu'une balle blanche tue? Il a été assassiné. C'était déjà ça les signaux. Alors, à partir du 1er septembre au 18 et au 19 septembre 2002 où la Côte d'Ivoire est agressée, le président Gbagbo a toujours vent de cela. Les négociations, les tractations vont bon train. Alors, la France qui tire les marrons du feu, parce qu'il faut le rappeler qu'il y a un des rebelles, on l'appelle Koné Zakaria. Il est passé aux aveux dans une vidéo où il vous dit que Ouattara avait mobilisé des fonds nécessaires les permettant d'atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire qu'ils avaient 1 million chacun, les sacs de riz qui transitaient de la Libye et venaient tomber au Burkina Faso et on leur acheminait ça à Bouaké. C'est comme ça donc que les armes avaient été stockées dans la ville de Pau. Alors, le président Laurent Gbagbo qui demande une audience au pape Jean-Paul II, parce que vous savez que la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro, lorsque Houphouët l'a construit et qu'elle avait été inaugurée en 1989, il avait offert ça au Saint-Siège. Et en ce qui concerne l'entretien, un certain nombre du suivi de cela
les fonds avaient été mobilisés au Vatican. Et le président Laurent Gbagbo voulait entrer en possession de ces fonds. C'est donc comme ça qu'il est invité par le pape Jean-Paul II. Il arrive là-bas, bon, ils ont eu des négociations. Il était accompagné avec son épouse, Madame Simone Yves Gbagbo, son aide de camp, son chef de protocole et 2 de ses gardes du corps. Dans la nuit du 17, la colonne des rebelles a traversé la ville de Mpo. Ils sont entrés à Feke-Sédougou, dans les villes, c'est-à-dire que les petits villages des environs de Boaké. Et l'assaut final devait être lancé à Abidjan pour prendre le camp d'Arbang. Le camp d'Arbang, c'est quoi? C'est le plus grand camp de gendarmerie. C'est ça qu'il fallait prendre, enfin, véritablement, de légitimer les coups d'État. Mais il faut féliciter les gendarmes de la Côte d'Ivoire, chers internautes. Ils ont opposé une résistance féroce. Entre-temps, le président Laurent Gbagbo est informé dans la nuit du 19 au 20 septembre 2002 que la Côte d'Ivoire est en train d'être agressée. Des assaillants, des rebelles sont en train d'attaquer la Côte d'Ivoire pour la prise du pouvoir. Et c'est donc comme ça que le président Laurent Gbagbo a écouté, c'est-à-dire que sa visite avec le pape Jean-Paul II, et décidé donc de rentrer en Côte d'Ivoire. Entre-temps, il reçoit un coup de fil. Ce qu'il appelle, c'est Jacques Chirac, qui lui dit que bon d'accord, en attendant que la situation se calme dans les rues habituelles à la française, là, il faudrait qu'il fasse escale en Côte d'Ivoire, en France. C'est comme ça que donc, le président Laurent Gbagbo lui dit que le monde entier est en train de lutter aujourd'hui contre les terroristes. Je dois aller lutter contre les terroristes en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo prend sur lui de rentrer en Côte d'Ivoire pendant que les hostilités étaient tellement fortes. Alors Guillaume Soro, aujourd'hui, que vous voyez, est en train de subir sa traîtrise, sa trahison, a été secrétaire général de la FESI, la Fédération Estudiantine de Côte d'Ivoire. Son adjoint, c'était Charles Blé Goudé. Et c'était les enfants du président Laurent Gbagbo. Alors, Soro Guillaume, que vous voyez aujourd'hui, vous dit qu'il ira faire une thèse de doctorat à l'université d'Harvard sur les privatisations dans les années 80 de Félix Houphouët-Boigny, les plans quinquennaux. Il a passé 10 ans à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il faisait anglais parce qu'il a un bac en philosophie avec Charles Blé Goudé. Il n'a pas eu de licence. C'est comme ça que, par inadvertance, il fuit la Côte d'Ivoire, il se retrouve à Londres. Il revient là avec un master qu'on ne sait pas d'où ça sort. Quand il y rentre, il était déjà en communication avec Ouattara. Il a du coup bifurqué du côté de Boaké parce que les rebelles avaient besoin de quelqu'un qui était instruit, qui pouvait porter les aspirations parce qu'ils ont estimé que Ibrahim Koulibaly, étant le penseur, était un analphabète, un militaire sakodo, comme c'était dans notre pays ici. Alors il fallait quelqu'un qui pouvait maturer les communications. C'est là où ils ont jeté les dévolus sur celui qui s'est fait passer aujourd'hui pour une victime qui va payer le sang des Ivoiriens qu'ils ont versé ensemble avec Ouattara. C'est donc comme ça qu'Afissatou Bamba, qui aujourd'hui s'est chargé de la communication, cette malienne-là, entre en jeu et elle est nommée porte-parole. En fait, chargé de la communication de la rébellion. Donc, comme le coup d'État échoue, la France est donc pour créer une zone tampon avec le 43e bataillon Bima, c'est-à-dire que cette base militaire française qui se trouve à Port-Boué renvoie les rebelles expressément et joue les jeux sur le plan satellitaire avec Jean Hélène, que vous avez vu, un brillant officier de la Côte d'Ivoire avait explosé son cerveau parce qu'il faut le rappeler que Jean Hélène jouait un double jeu. C'est-à-dire c'était un indique. Il a vu toute la maltraitance que les rebelles avaient fait subir aux forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire, que les gars avaient attrapé à Boaké. Certains qui ont été immolés, certains qui ont été, c'est-à-dire que dépouillés de leurs organes. Mais il ne faisait pas le reportage sur ça. Il tronquait les faits. Et c'est pour cela qu'un de ces militaires qui voyait, c'est-à-dire que la cause pour laquelle Jean Hélène militait en faveur des rebelles, jouant la politique de la France, avait remarqué Jean Hélène et avait promis de lui faire la peau. C'est pour ça que vous l'avez vu, il avait tiré sur lui. Mais on ne peut jamais vous dire cela. Alors, le président Laurent Gbagbo étant donc rentré, la situation, c'est-à-dire les gendarmes de la Côte d'Ivoire se sont battus, ils ont repoussé les rebelles. Les gars donc ne pouvant pas donc prendre Abidjan, comme c'était, c'est-à-dire que ça leur objectif, décidaient donc de partitionner le pays à 70%. Et la France vient donc dire qu'ils font une zone tampon pour faire le cessez-le-feu, mais sachant très bien à quel jeu ils étaient en train de jouer. C'est donc comme ça que Guillaume Soro, Abdoulaye Wade, entré dans le jeu, chers internautes. Parce que dans ça, il y avait un bon lobby de chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui soutenait le Burkinabé, Alassane Dramane Ouattara, et tous étaient des francs-maçons, donc parmi lesquels Abdoulaye Wade. Parce que pour Wade, Ouattara était le parrain de son fils et le parrain de son fils Karim Wade dans la franc-maçonnerie. Et il savait qu'une fois que Ouattara sera au pouvoir, Ouattara pouvait parrainer la venue au pouvoir de Karim Wade au Sénégal. Donc c'est comme ça donc, que Blaise Compaoré, qui a donc joué le jeu. Le président Laurent Gbagbo étant rentré, on lui fait dans l'état des lieux de la situation. C'est-à-dire à cette époque, le général Mangou était, je crois bien, colonel. Ils lui font l'état des lieux avec Dogbo Blé Boniface, qui était son chef de la sécurité présidentielle. Ils lui font l'état des lieux
Et c'est comme ça donc que le président Laurent Gbagbo décidait donc de créer le SECOS, le centre de commandement des opérations, l'équivalent du BI ici. Parce qu'il était entré en contact avec un certain nombre d'Israéliens qui pensent, c'est-à-dire qui sont les concepteurs de cela, parce qu'il fallait avoir une unité d'élite bien formée, bien outillée, susceptible de résister à toute forme de velléité. Alors, Soro, Guillaume Kibafouri, aujourd'hui, nous l'avions prédit. Nous savons très bien que ça allait se terminer comme ça s'est terminé là, chers internautes. Pourquoi? Ayant joué dans le jeu de Ouattara, lorsqu'il fallait s'y rendre aux accords de Makoussi en 2003, vous savez où Soro Guillaume a acquis ses premières vestes? C'est Abdoulaye Wade qui lui avait acheté cela. Il a reçu la plupart des hauts cadres des chefs rebelles à qui il avait acheté les vestes. Il avait été habillé à Dakar avant de prendre, c'est-à-dire que le vol pour Paris. Étant arrivé à Kléber, à Makoussi, c'est que vous avez entendu le président Gbagbo vous dire que c'était un médicament en mer. Il a parfaitement raison. Parce qu'en réalité, à Makoussi, Chirac a forcé la main au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, il fallait donner les ministères de souveraineté aux rebelles, le dépouiller de tout ce qu'ils pouvaient avoir comme souveraineté, comme les ministères de souveraineté, afin que les rebelles font la coule douce. Et certains chefs d'État africains avaient été contactés en cette époque-là par le président Laurent Gbagbo. Ceux quand même qui sont un peu sérieux lui ont dit que accepte, mais une fois rentré en Côte d'Ivoire, n'accepte pas cela. Et le président Laurent Gbagbo lui-même, il avait vu la foule immense qui s'était ruée vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, lui opposant une fin de non-recevoir, qui ne peuvent pas accepter que des gens qui tuent les Ivoiriens, qui pillent, qui égorgent. Parce que ce que vous voyez là aujourd'hui, qui s'est passé en Sierra Leone, où on égorgeait les gens, on recueille le sang, machin, tout ça, ça a eu lieu en Côte d'Ivoire, chers internautes. Vous vous rappelez de ces fameux conteneurs où Guillaume Soro avait parqué près d'une soixantaine de rebelles, ceux qui étaient en désaccord avec lui, avec certains soldats qui sont morts étouffés. Et les médias français étaient allés faire le reportage, mais ils n'ont jamais présenté cela. Donc, le président Laurent Gbagbo, de tout son règne, là, il a traversé des difficultés énormes. La pression était tellement forte, chers internautes. Je reviens donc pour vous montrer aujourd'hui le schisme qui naît entre Ouattara et Soro Guillaume. Soro a fait le jeu de Ouattara, c'est-à-dire empêcher que la Côte d'Ivoire soit gouvernée, partitionner le pays à 70%. Les fonds étaient toujours envoyés par Ouattara et sa femme Dominique Ouattara, parce que pour elle, elle avait dit que son mari ne sera que président de la République. Alors, lors des accords de Ouagadougou, voilà ce qui se passe. Il y a une réunion, je crois que c'était une réunion des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, où Amadou Toumani Touré a un entretien avec le président Laurent Gbagbo, et il lui dit, président Gbagbo, parle à Blaise, essayez de dialoguer avec Blaise. Et c'est donc comme ça que le président Laurent Gbagbo, qui sait très bien que le mal de la Côte d'Ivoire venait du Burkina Faso, tend donc la main à Blaise Compaoré pour que celui-là devienne le médiateur de la crise en Côte d'Ivoire. Parce qu'il fallait donner à César ce qui appartient à César, un César entre guillemets. Parce que Judas Iscariot, vous savez, il avait tué Sankara. On savait quel jeu il était en train de jouer. C'est donc comme ça que le président Laurent Gbagbo avait sa main tendue. Naît donc les accords de Ouagadougou en 2007. Parmi ceux qui faisaient le suivi et l'évaluation de ces accords, il y avait Assilde Didier, qui était à l'époque ministre des Relations extérieures du président Laurent Gbagbo. Du côté du Burkina Faso, celui qui était l'interlocuteur, c'était qui s'appelait Bourahima Siseki, il était ministre des Relations extérieures, avant Djibril Bassoulé. C'est donc comme ça qu'il y avait un cadre permanent où c'est-à-dire que ces deux comités-là se retrouvaient pour qu'on essaye de voir comment ils pouvaient avoir le désarmement afin que les élections aient lieu. Alors, dans la main tendue du président Laurent Gbagbo pour les accords de Ouagadougou, dans les négociations, on lui fait la proposition de nommer Guillaume Soro Premier ministre avec les pleins pouvoirs. Entre-temps, dans la rébellion, beaucoup ne sont pas d'accord que Guillaume Soro accepte, parce que pour eux, ils voulaient que la situation reste dans le statu quo. Dans l'alisement, ça leur permet de piller les richesses à Bouaké, avoir la même mise sur l'or, le diamant, un certain nombre de ressources, et plus ou moins, vous vous souvenez très bien, le Burkina Faso était devenu producteur de cacao, un pays sahélien. Donc c'était le cacao et la Côte d'Ivoire qu'on pillait dans le sud, ça transitait par Bouaké, et on allait commercialiser ça au Burkina Faso pour envoyer au marché mondial. Alors, Soro est nommé Premier ministre avec les pleins pouvoirs. Vous vous souvenez de la flamme de la paix, où tous deux, avec le président Laurent Gbagbo, avaient apposé leurs mains sur
ce qu'on appelle la colombe de la paix, cet oiseau blanc, où on avait laissé voler. Peut-être 3 jours après, Soro a subi une tentative d'assassinat où son avion avait été attaqué. Ça, c'est Ibrahim Koulibaly. Lui-même, vous avait dit qu'il connaît les qui avaient orchestré cette tentative d'assassinat. Entre autres, Soro jouait le double jeu. C'est-à-dire, étant premier ministre du président Laurent Gbagbo, selon les accords de Ouagadougou, il faisait, c'est-à-dire qu'en journée, l'État avec le président Laurent Gbagbo, dans la nuit, il rendait compte à Ouattara. C'est-à-dire, il était une épine dans la chaussure de l'évolution et de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Et Ouattara Alassane qui tire les ficelles dans l'ombre, qui sait d'abord que sur le plan légitime et sur le plan juridique, il n'est pas habilité à être candidat à l'élection présidentielle. C'est donc là où le président Thabo Mbeki, qui était médiateur de cette crise en 2004, sur une ordonnance prise spécialement par le président Laurent Gbagbo, qui autorisait Ouattara à être candidat. Parce que jusqu'à date, il n'avait jamais présenté, c'est-à-dire qu'un papier qui démontrait qu'il était né en Côte d'Ivoire et qu'il était ivoirien. C'est une ordonnance spécialement qui avait été prise par le président Laurent Gbagbo lors des accords de Pretoria en 2004. Et le président Thabo Mbeki avait attiré l'attention du président Laurent Gbagbo en lui disant que, monsieur le président, cet acte que vous êtes en train de prendre là, vous ne savez pas que ça risque de se retourner contre vous. Vous savez ce que le président Laurent Gbagbo lui avait dit? Il avait dit au président Thabo Mbeki que si ça peut ramener la paix en Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, je suis prêt à faire toutes les concessions. Et ça, c'est vrai. C'est comme ça que Ouattara devient éligible. Il se retrouve donc à Paris. Il formait leur RHDP, le Rassemblement des Ofoetistes pour la paix et la démocratie. C'est-à-dire qu'il se revendique d'être le fils héritier de Félix Houphouët-Boigny. Il est temps pour eux de reconquérir cette Côte d'Ivoire, entre guillemets, qu'eux ils disent qu'Houphouët-Boigny avait construit comme eux ils pensaient. Donc c'est comme ça que Bédié et lui renouent donc les intérêts. Parce qu'en réalité, comme le président Laurent Gbagbo avait présenté leur alliance, il avait dit que leur alliance ressemble à celle d'une jeune fille qui s'est fait violer, subitement qui tombe amoureuse de son violeur. Donc c'était un truc qui était cousu de fil blanc. Ça n'allait aller nulle part. Parce que Ouattara, c'était un homme fou qui ne respecte pas sa parole, un bon hypocrite. Alors, Bédié, donc, qui est un ignorant, ne comprenant pas les enjeux, va donc se lier à cette histoire, c'est lègue contre Gbagbo, et il pensait véritablement que quand ils vont arriver au pouvoir, grâce à la sagacité de la France, ça pourra lui permettre lui-même de profiter des privilèges du pouvoir, peut-être réambitionner de devenir chef de l'État. Alors, Soro qui joue dans le double jeu. Maintenant, il y a les audiences foraines qui sont lancées pour recenser, d'abord, premièrement, pour que les gens aient des cartes nationales d'identité et puissent acquérir les cartes d'électeurs. Et c'est là où naît la CI, la Commission électorale indépendante. Où, au départ, on a encore dépouillé le président Laurent Gbagbo d'un certain nombre de choses. Il a accordé une bonne part, au moins 60% à l'opposition. Jusque-là, le président Thabo Mbeki a tiré toujours son attention. Il a dit, si ça peut ramener la paix en Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, je suis prêt à faire des concessions. Donc, Soumaïla Bakayoko, Youssouf Bakayoko, qui était président de la Commission électorale indépendante. Au départ, c'était l'autre là, il était gouverneur du district d'Abidjan, qui avait, même membre Begré, qui avait d'abord été nommé là-bas. Il avait été démis parce qu'on estimait qu'il était un poche de Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a accepté. Et c'est comme ça que la France a fabriqué Youssouf Bakayoko. On a nommé à la tête de cette commission électorale indépendante. Donc, quand la situation commence à s'envenimer, on dit non, Gbagbo ne veut pas organiser les élections. Simone attire son attention en lui disant qu'on ne peut pas aller aux élections tant que les rebelles n'ont pas déposé les armes. C'est lui qui était médiateur des armes. Convoquer les rebelles les demandant de déposer les armes. Les gars ne le font pas. C'est-à-dire, ils viennent déposer les faux armes en journée. Dans la nuit, ils sont réarmés. Passant toujours par la ville des Pau. Bon, comme le président Laurent Gbagbo avait un certain nombre de garanties, c'est-à-dire que les différents sondages, et plus ou moins, il avait le peuple avec lui. C'est comme ça qu'il décidait donc en octobre 2010, les élections, le premier tour de la présidentielle de 2010 aura lieu. Entre autres, ne sachant pas très bien que la France avait déjà bien structuré son jeu chez les internautes. Le jeu avait déjà été très bien structuré, bien orchestré. Les gars savaient que l'élection ne devait qu'être un alibi pour eux, pour permettre aux Burkinabés sanguinaires Alassane Ouattara d'arriver au pouvoir. C'est donc comme ça qu'ils ont orchestré leur histoire. Le président Laurent Gbagbo est allé, sachant très bien que la commission électorale indépendante était infléorée et que Youssouf Bakayoko allait jouer les jeux. Entre-temps, Soro avait déjà penché. Il était déjà du côté de Ouattara parce qu'il y avait eu des promesses qui lui avaient été faites par Ouattara et Nicolas Sarkozy. Parce qu'il faut le rappeler que c'est Nicolas Sarkozy qui a marié Alassane Ouattara et Dominique Ouattara en Éry quand il était maire. Donc, il était celui qui avait organisé les mariages.
Donc, ils ont des liens très bien ficelés. Alors, ils savaient à quel jeu il était tenté de jouer. Soro a donc basculé. Et ça, ce n'est plus un secret de Polichinelle parce que même les médias, pas tout le monde, ont présenté que c'est le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Je ne vais plus revenir sur ça. Avec le récomptage, vous savez, nous avons essayé d'expliquer ça aux gens. On nous avait présenté d'être des barbares. Je pense que l'histoire a fini par nous donner raison. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, chers internautes, entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, c'est quoi? C'est que Ouattara, quand Soro jouait son jeu dans la rébellion, lors des accords de Ouagadougou, il y avait eu deux choses qui avaient été arrêtées. En présence du président Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara, Guillaume Kibafori Soro, Henri Aimé Konan Bédié. Parce que ça, c'était les 4 têtes de tues. C'est-à-dire que la politique ivoirienne. Où il était question que celui qui va gagner les élections devrait amnistier tous ces gens-là. Il ne devait pas avoir de poursuites contre qui que ce soit. Alors, au sorti donc de là, Guillaume Soro a décidé donc de basculer. Ils ont eu une réunion secrète avec Ouattara et un certain nombre des émissaires français où on a dit à Soro de mettre ses troupes, c'est-à-dire que ses forces rebelles, en alerte. Parce que pour eux, ils savaient qu'au niveau des unis, ils ne pouvaient pas battre le président Laurent Gbagbo. Mais ils ont conforté l'ignorant Guillaume Soro en lui disant que non, la commission électorale indépendante est contrôlée par nous. Quels qu'en soient les résultats qui sortiront vrais des urnes, nous allons les tronquer. C'est donc comme ça que, quand vous avez vu Damana Picasse avait arraché certains procès, c'était tout simplement parce que, en réalité, étant représentant, c'est-à-dire que du FPI auprès de la commission électorale indépendante, il savait ce qui se jouait. La proclamation des résultats que vous avez vus, ça s'était passé à l'hôtel du Golfe où Ouattara était. C'est-à-dire Youssouf Bakayoko a été kidnappé à la CI, au siège de la CI, par l'ambassadeur de France et les forces spéciales françaises pour qu'il aille lire de force ces résultats à l'hôtel du Golfe. C'est ça qui s'est passé chez les internautes. Aujourd'hui donc, Soro, Ouattara lui avait promis que je ferai 2 mandats et je te ferai la passe. Vous avez vu, il a d'abord nommé Soro Premier ministre et ministre de la Défense. Après un temps, il a fait de lui président de l'Assemblée nationale, lui-même Ouattara président de la République, ministre de la Défense. Entre-temps, en 2015, avant la reconquête de son soi-disant deuxième mandat, il y a une réunion à Daokro, dans le village de Henri Aimé Konan Bédié, dans sa résidence privée. Parmi les gens qui assistent à cette réunion, pour que Bédié et son PDCI soutiennent Ouattara pour le deuxième mandat, il y a Guillaume Soro, Alassane Dramane Ouattara le Burkinabé, Ahmed Bakayoko, à l'époque il était ministre de l'Intérieur, et Guillaume Kibafori Soro. Ils sont 4. Et la science tenante, Ouattara Alassane lui-même sort de sa propre bouche. Il dit à Bédié, vous me soutenez pour ce deuxième mandat. En 2020, c'est un candidat du PDCI que le RDR va soutenir pour qu'il devienne président de la République. Soro était témoin. Mais le candidat du PDCI là n'est pas Soro parce qu'il n'est déjà même pas militant du PDCI. Parce que même Bédié se méfie de Soro parce que c'est un homme ondoyant et divers. Parce que quand quelqu'un est un rebelle, il est un traître. Il ne faut jamais lui faire confiance. Alors, au sorti de là, Bédié bat campagne pour Ouattara. Et entre-temps, Ouattara a déjà promis le pouvoir à Ahmed Bakayoko. Parce qu'il y a une grève froide entre Ahmed Bakayoko et Guillaume Soro. Parce que les deux, Ahmed Bakayoko et Guillaume Soro, sont francs-maçons initiés à la grande loge burkinabé. Et leur parrain, c'est Djibril Bassolé, qui est en prison au Burkina Faso, avec Soro, qu'ils ont piloté la tentative de coup d'État qui avait déstabilisé le régime de transition. Donc les écoutes téléphoniques là sont fondées. Alors, il a promis le pouvoir à Soro, Ouattara, Ahmed Bakayoko, à celui-là, le pantin qui est là maintenant, qu'on appelle le premier ministre là, qu'on appelle Amadou Ngon Koulibaly. Donc, il promet le pouvoir comme ça. Donc, il divise les gens. Entre-temps, lui-même, il veut encore rester au pouvoir. Constatant véritablement que les aspirations des Ivoiriens, il n'est pas en train de reconquérir les cœurs. Parce que la réalité, c'est que les Ivoiriens savent que Ouattara n'est pas Ivoirien. Il tue les Ivoiriens. Et les chefs traditionnels ivoiriens s'étaient réunis. Ils ont dit, comme il a décidé qu'il est plus fort, il veut le pouvoir, laissez qu'il prenne le pouvoir. Donc, malgré la commission vérité, dialogue et réconciliation, où il avait nommé Charles Konan Bani, ça s'est terminé comme vous savez, ça dit qu'ils n'ont pas pu s'attendre. Vous vous souvenez, Bani lui-même avait accordé une interview à Jeune Afrique, il avait dit que Ouattara, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. On avait même commencé à arrêter les proches de Bani. C'est donc comme ça que, constatant véritablement qu'il n'est même pas légitime, et de deux, les Ivoiriens ne font pas foule pour lui. Il a donc l'idée machiavélique de revenir encore dans la division
de 93, de 2002. C'est-à-dire quoi? Il dit, on va faire le recensement des populations. C'est-à-dire, il faut donc maintenant accroître la population ivoirienne avec des apatrides, parce qu'ils ont créé une loi là pour dire qu'il faut naturaliser les apatrides qui n'ont pas de patrie, parce qu'il y en a beaucoup. Et parmi eux, c'est frères burkinabés, les Sierra Leone, c'est-à-dire ces musulmans-là, qu'il fallait encore, c'est-à-dire que essayer de mettre en masse, un, augmenter la population, de deux, et c'est-à-dire essayer de tronquer le fichier électoral. Alors, parce qu'il avait les velléités de réviser la constitution d'être candidat, même si elle ne lui permet pas d'être candidat. Bédié, donc, voyant donc ça venir, le schisme avait déjà commencé à apparaître. Entre autres, il dit à Bédié que bon, comme j'ai gagné le 3e mandat, il va falloir que le PDCI et le RDR se mutent à un parti unique, c'est-à-dire que le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes, à partir de là, nous allons choisir celui qui pourra être candidat pour 2020. Ça, c'était déjà l'entourloupe qu'il faisait, il était en train de faire à Bédié. Bon, peut-être cette fois-là, Bédié a eu les bons conseils, parce que c'est un bon boutoukou, excusez-moi le terme, hein, bon boutoukou. Et là, Bédié a refusé. Bédié a dit, respecte ta parole. Tu avais dit qu'en 2020, le RDR et toi-même, vous allez soutenir le candidat du PDCI. Une fois que le PDCI va arriver au pouvoir, c'est donc là où nous aurons le parti unifié, le RHDP. Ah oui, c'est ça, chers internautes. Donc, étant quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, il a promis le pouvoir à Ahmed Bakayoko, Amadou Ngon Coulibaly, Guillaume Kibafori Soro. Entre-temps, la division naît. Première division, vous avez vu en 2016, les militaires se révoltent. Ces rebelles, c'est un qu'on avait promis qu'ils entreront dans l'armée avec le niveau CEP blanc. Ils devaient gravir les échelons. Ces gens chers, certains qui refusaient, on devait leur reverser les primes de 30 millions. Il n'a pas toujours respecté la parole, sachant très bien que ce sont ces rebelles à lui. C'est comme ça que vous avez vu donc, les gars avaient commencé à créer les émeutes. Si ces gars avaient voulu prendre le pouvoir, ils devaient prendre le pouvoir. Alors, cette situation a trouvé une certaine accalmie, entre guillemets. Maintenant, naît donc l'affaire des 5 tonnes d'armes qu'on avait trouvées dans la résidence du chef du protocole de Guillaume Soro. Chers internautes, cette histoire-là, Ouattara était au courant parce que les armes en question avaient été achetées au plus fort de la crise de novembre 2010 parce qu'il fallait venir tuer les chiens qui étaient les Ivoiriens. Et une partie de ces armes, Ouattara savait que ça existait. Guillaume Soro vous a dit cela. Donc, Soul Tosoul, qui était le chef du protocole de Guillaume Soro, c'est faux, c'est qu'on vous a dit que non, il voulait faire un coup d'état. C'est faux. Ces gens savaient que ces armes se trouvaient là-bas. C'est à partir de là où les taux se resserraient déjà sur Soro. Parce que quoi, entre Soro et Ahmed Bakayoko, c'est l'eau et le feu. Parce que les deux se voient déjà présents de la République. Les deux ne s'entendaient pas. C'est-à-dire que c'était un combat terrible. C'est-à-dire que ça m'étonne qu'ils sont francs-maçons. Dans leur devise, ils disent que les frères ne doivent pas se combattre. Ils doivent regarder tous dans la même direction. Donc, à partir de là, Soro lui-même constatant véritablement qu'il n'était plus en odeur de sainteté, a commencé à avoir un cadre restreint de confidents. C'est-à-dire que ces gars comme les Méité Sendou, celui qu'on appelle Sidiki Konaté, qui était ministre de l'artisanat avec un CEP blanc, Afisiatou Bamba. Voilà, ça dit que le cadre restreint de Guillaume Soro, c'était de ses confidents. Et il faut toujours le rappeler qu'il a toujours une main mise sur les forces nouvelles. À date où je vous parle ici, l'État central de Côte d'Ivoire, Abidjan, ne récolte pas les impôts à Boaké. Quand ne vous trompez pas, ne voyez parce que la télévision, quand on va dire oui, on va aller poser la première pierre de tel le marché central. Non, c'est faux. Les rebelles ont toujours une main mise sur les richesses. Et ces gars ont pour leur autorité M. Guillaume Kibafori Soro. Donc, quand Soro démissionne comme président de l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il y a des accords. La promesse faite par Ouattara n'est plus respectée. Il constate véritablement qu'il a été entreloupé. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il veut donc paraître aujourd'hui comme un messie, comme celui qui doit venir sauver la Côte d'Ivoire. Première chose, vous vous souvenez, lors de l'ouverture des Jeux de la francophonie, il était président de l'Assemblée nationale. Dans son discours, il avait demandé pardon au président Laurent Gbagbo. Vous voyez donc que quand l'Esprit Saint touche quelqu'un, lui-même il décide petit à petit de se déconnecter du mal qu'il faisait auparavant. Donc ce que vous avez vu, il fait les tournées, il va rencontrer Charles Blé Goudé, il a proposé de rencontrer le président Laurent Gbagbo. C'est parce qu'il savait très bien que les taux se resserraient sur lui. La tentative de son arrestation dans un hôtel, d'abord premièrement à Barcelone, ça tournait lorsqu'il est rentré hier, où il a failli être arrêté. C'est parce qu'il devait déjà comprendre que les signaux étaient déjà avancés de ses côtés. On a d'abord retiré son passeport diplomatique, donc les taux se resserraient autour de lui. Et lui-même, il savait qu'en rentrant en Côte d'Ivoire, il devait être arrêté. Parce que les taux s'étaient arrêtés. Cette histoire, on vous dit que non, il y avait un commando qui devait venir prendre le pouvoir. Ça, c'est des choses qui sont montées de toutes pièces. Posez-vous donc maintenant la question pourquoi le Ghana a refusé d'habiter Soro là-bas. Parce que, connaissant très bien que Soro a joué le jeu de Ouattara. Et le président Nana Akufo-Addo qui ne voudrait pas héberger un rebelle parce que, premièrement, le Ghana
est passé ou alors s'est présenté aux yeux des Africains comme un pays dangereux parce que l'extradition de Charles Blé Goudé ne s'est pas passée respectant les normes des conventions internationales. Il avait été kidnappé et à l'époque, John Dramani Mahama, c'est-à-dire qui était président du Ghana, jouait le jeu de Alassane Dramane Ouattara. Et ça avait vraiment écorché énormément l'image du Ghana auprès de certains États sérieux africains. Donc, Soro Guillaume aujourd'hui ne récolte que ce que lui-même il a sémé. Donc, lui et Ouattara, ça je peux vous dire ça, c'est une exclusivité que je vous donne. Vous pouvez aller relire le livre de Charles Onana, Côte d'Ivoire, coup d'État. Il avait bien dit qu'il y a un mandat d'arrêt tacite dans la Cour pénale internationale contre Alassane Dramane Ouattara, Guillaume Kiba-Fori Soro, Soumaïla Bakayoko qui était chef d'état-major, qui était le chef d'état-major des rebelles, qui a été chef d'état-major, qui avait été démis de ses fonctions en 2016. Isaka Ouattara dit Ouattao, connaît Zakaria. Ça dit que ces gens-là seront extradés à la Cour pénale internationale. Afissatou Bamba, Meïté Sendou, Sidiki Konaté, ça dit que ce sont ces rebelles-là. Chérif Ousmane, parce qu'il faut rappeler que Chérif Ousmane, c'est lui qui avait égorgé les gendarmes ivoiriens dans la nuit du 19 au 22 septembre. C'est lui qui est chargé de la sécurité de la femme d'Alassane Dramane Ouattara. Donc voilà les gens, qu'ils montent, qu'ils descendent, ils finiront à la Cour pénale internationale. Et je termine ce chapitre en vous parlant par exemple de l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Ça a été marqué de toutes pièces. C'est-à-dire qu'il y a une escouade des 700 forces spéciales parties de la ville de Toulon qui avaient voyagé du 8 au 9 au 10. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire le 10. Et à partir du petit matin du 11 avril, ils ont dynamité le tunnel, ils ont gazé. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à pénétrer par là. Alors, il y avait deux choses. Sarkozy voulait qu'on tue le président Laurent Gbagbo. Mais voyons ce qui s'était passé au Rwanda. Connaissant la légitimité que le président Laurent Gbagbo avait auprès de la population ivoirienne, ils se sont rétractés parce que la situation devait être incontrôlable. Mais alors, ils avaient voulu que ce soit les Ivoiriens qui tuent le président Laurent Gbagbo. Ils en avaient fait de la proposition à Ouattara et ils étaient en train de réfléchir ensemble comment faire. C'est pour ça donc que vous voyez que lorsque les forces spéciales réussissent à immobiliser, c'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, quand vous l'avez vu, les yeux étaient rouges. C'est qu'ils avaient reçu beaucoup de gaz, ils étaient fatigués. Alors, Isaka Ouattara que vous voyez là, parce que Ouattao, son papa était très gravement malade. À l'époque de la rébellion, Ouattao n'ayant pas assez d'argent pour évacuer son papa parce que cette maladie nécessitait beaucoup d'argent. Et c'est donc comme ça que le président Laurent Gbagbo avait pris sur lui de faire évacuer le père de Ouattao au Brésil. Le papa de Ouattao ayant trouvé guérison, étant rentré en Côte d'Ivoire, a invité le président Laurent Gbagbo en présence de son fils Ouattao, qui était un rebelle, et il a dit à Ouattao que je suis ton père. Je voudrais que tu me donnes ta parole d'homme ici, que tu ne vas jamais participer à verser le sang de Gbagbo. Ouattao avait pris sur lui, il a juré devant son père que je ne le ferai jamais. C'est pour ça que vous avez vu quand Ouattao a eu vent de ce que les forces spéciales ont neutralisé, ont réussi à entrer dans la résidence privée du président Laurent Gbagbo. Et il a eu une intuition que le président Laurent Gbagbo peut être tué parce qu'il y avait là une colonne de rebelles de Soro qui était déjà en train de se ruer vers la résidence. C'est pour ça que vous avez vu Ouattao était la première personne à arriver sur les lieux avec France 24. Et vous vous souvenez vous-même, le président Laurent Gbagbo avait dit que lorsqu'il avait vu Ouattao arriver, il avait dit que non, sa vie n'est pas en danger. C'est pour ça que vous avez vu Ouattao était en train de l'habiller. Mais il y a une image que vous n'avez pas vue, chers internautes. Je peux vous révéler ça aujourd'hui. Lorsque vous avez vu M. Michel Gbagbo avait été blessé sur la tête, c'est-à-dire que le fils aîné du président Laurent Gbagbo, parce qu'il faut le rappeler que la maman de Michel Gbagbo s'appelle Jacqueline Chamois. C'était une enseignante d'histoire au lycée classique d'Abidjan. Et c'est là-bas où ils sont connus avec le président Laurent Gbagbo. Elle est française, elle vit encore. C'est là où est né Michel Gbagbo. Parce qu'il faut le rappeler que c'est le chef du département de physique en Côte d'Ivoire. C'est l'un des enseignants de la physique là-bas en Côte d'Ivoire qui est reconnu officiellement. C'est un docteur. Bon, il est déjà professeur, je suppose. Alors, il y a donc un qu'on appelle Moudou Sek. Dans la résidence où se trouvait le président Laurent Gbagbo et Simone, sur le lit où le président Laurent Gbagbo était assis. Alors, Moudou Sek a donné un coup de poing au président Laurent Gbagbo, donc au niveau de sa tempe gauche, où vous avez vu cette terre gonflée là. Alors, Michel a répliqué en lui donnant aussi un bon coup de poing. Il est tombé, c'est là où Ahmed Bakayoko s'est retourné, il a dit que mais tu ne sais pas que ce que tu fais là, c'est au président de la République de Côte d'Ivoire. C'est donc au moment où Michel est donc en train de sortir, où ils étaient acheminés à l'hôtel du Golfe, c'est là où Moudou Sek est revenu. Il a tapé dans le derrière de la Kalachnikov sur sa tête. C'est ça qui s'était passé.
Ah oui, parce que personne ne peut accepter qu'on tape ton père devant toi, même si c'est qui. Vraiment, tu ne peux pas accepter cela. Donc, quand Ouattara est arrivé, il a sécurisé le président Laurent Gbagbo. Voilà donc. Donc aujourd'hui, ce qui se passe là, Soro doit assumer. Il doit assumer qu'il monte et qu'il descende. La seule et unique chose qu'il reste à faire, les deux savent comment ils doivent terminer leur fin. Ne vous leurrez pas, chers internautes. La présidentielle là ne sera qu'un alibi. Les Kalachnikov vont encore retourner à nouveau. Je vais vous faire une confidence et c'est par où je sors. Il y a eu 10 officiers ivoiriens qui avaient été envoyés ici en formation à l'école de guerre à Simbok par le président Laurent Gbagbo. Alors, lors de la fin de leur formation, j'ai eu cet honneur, cette chance, et j'étais ce jour-là, lors de leur sortie, ils sont venus dire au revoir à Onanguini, à la fondation Paul Anguela. J'étais présent. Voici ce que ces gars m'avaient, nous, bon, comme ça, on causait sur cette situation. Et vous savez que les militaires ne parlent pas beaucoup. Voilà ce qu'un d'entre eux m'avait dit. Il m'avait dit, monsieur Ebala, il y aura un match retour. Bon, maintenant, je ne sais pas qui sera le vainqueur du match retour. Attendons-y voir. 2020 n'est pas loin, nous entrons 2020 dans une semaine. Donc, c'est pour vous dire que moi, personnellement, je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Parce que Malachi Koné, l'un des prophètes armés, l'avait prédit que la seule et unique personne qui sera susceptible de venir, c'est-à-dire que réunir les Ivoiriens, les permettant tous de regarder dans la même direction, ça sera Gbagbo. Et aujourd'hui, Gbagbo ne va pas venir unir les Ivoiriens seulement qu'en étant président de la République. Sa parole doit compter. Et la dernière décision prise par la Cour pénale internationale n'arrange pas la situation lorsqu'on lui interdit toute activité politique. C'est vicieux. Il faut donc dire qu'on préparait déjà le terrain pour que le Burkinabé continue à perpétrer sa prédation. On n'avait qu'à voir la traîtrise, comment il a validé la monnaie unique avec son ami Macron. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, l'agenda est aujourd'hui mis à nu. Donc, maintenant, c'est à chacun de vous de se faire une idée. Moi, je ne vais jamais comparer. Il a voulu ça. Il a joué le jeu. Rappelez-vous, en juin 2014, ce monsieur est venu ici au Cameroun. Nous avons essayé de communiquer dans tous les médias en attirant l'attention de ceux qui se préparent. Que cet homme n'est pas quelqu'un de bien qu'on doit présenter à la jeunesse africaine et singulièrement celle du Cameroun. C'est un rebelle. Il a tué les gens jusqu'à entrer dans notre Assemblée nationale. Faire un discours, vous vous souvenez, à l'époque, les députés du SDF étaient encore un peu clairvoyants. Ils sont sortis de l'hémicycle. Ce monsieur a fait le tour de Yaoundé. Il est même allé voir le mal de l'équipe nationale du Cameroun à Bastos. Il a rencontré l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. Voilà un rebelle, quelqu'un qui a tué les enfants africains. Il a été accepté au Cameroun. Aujourd'hui, quelqu'un nous avait dit à cette époque-là, quand les députés du SDF étaient sortis de la salle, que Boko Haram est dans la salle. Boko Haram est parmi nous. Maintenant, toi qui avais dit Boko Haram est parmi nous là, continue donc à soutenir ton ami Soro qui était venu te rendre visite. Donc, chers internautes, Guillaume Kibafori Soro, Alassane Dramane Ouattara, les deux doivent faire les combats là-bas. Celui qui va pouvoir tuer l'autre n'a qu'à le tuer. Mais je peux vous dire que cette histoire-là, elle est partie pour réparer dans une histoire qui va encore faire revivre la Côte d'Ivoire les moments très difficiles. Et c'est aux Ivoiriens eux-mêmes de prendre et de stopper cela. Stopper cela veut dire quoi? Essayer de s'émanciper de ce qui se passe en Guinée-Conakry, un peu partout en Algérie. À un moment donné, lorsque quelqu'un vous a créé du tort, il a détruit votre pays. Je pense qu'il a passé 10 ans au pouvoir. Son mandat doit finir en 2020. Vraiment, il est temps pour lui. Burkinabé qu'il est, il a eu tous les avantages, tous les contrats qu'il a contractés à travers le monde pour qu'on lui permette d'arriver au pouvoir. Il a pu servir tous ses réseaux. Ses amis Bouygues, Satom, tout ça se sont enrichis. Les réseaux maçonniques ont influencé l'économie ivoirienne. Monsieur Ouattara Alassane, il est temps pour vous de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Guillaume Kibafori Soro, toi tu es ivoirien, te voilà tu es dehors, mais le Burkinabé à l'intérieur du pays. Ça doit vous apprendre, vous les Africains, qui passez le temps à être des traîtres. Vous passez le temps à vous associer avec des suppôts de Satan qui détruisaient vos pays. Tu ne savais pas qu'il allait t'empêcher de ne pas atterrir sur le territoire ivoirien. Tu es même chanceux. Parce que s'ils voulaient même te faire la peau, ils allaient attendre que tu atterrisses là-bas. Allez, on te fout en tôle après, ils te tuent. C'est ça. Donc maintenant, là où tu es en Espagne, mon cher ami, cherche peut-être un bon pays d'accueil. Parce que les Occidentaux sont des gens cyniques. Va en France, ou tu continues dans un pays africain. Je te conseillerais peut-être d'aller en Angola ou en Afrique du Sud. Ne pas au Nigeria, parce qu'ils vont te vendre comme ils ont vendu à Yuktabi. Donc, c'est à toi, hein, je te produis le conseil gratuitement. C'est à toi d'avoir une repentance vraie.
de demander pardon aux Ivoiriens. Et Dieu, d'abord commencer par Dieu, le sang des Ivoiriens que tu as contribué avec Ouattara à faire verser. Vous savez, il y a un adage biblique qui dit ceci, qu'il y a deux justices, celle des hommes et celle de Dieu. Toi, tu as commencé à vivre celle des hommes dès maintenant. Les humiliations. Rappelle-toi, il y a cela 3 ans. 1 an et demi, tu étais présent à l'Assemblée nationale. Tu avais l'escorte. Ouattara t'a même fait la promesse selon laquelle il va payer tes études à Harvard. Que ne démissionne pas du perchoir. Donc, cher ami, ça c'est votre combat à vous là-bas. Vous avez décidé de faire chemin ensemble. Vous avez tué les Ivoiriens. Vous avez joué le jeu de la France. Vous avez servi les intérêts de la France. Assumez-en. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire, chers internautes, qu'aujourd'hui, Soro et Ouattara, c'est leur guerre là-bas. Maintenant, revenons donc, chers internautes, sur la fameuse mascotte des Tara. Vous savez, personne ne va nous empêcher de construire notre pays. Hein. Singulièrement et personnellement, moi, chers internautes, parce que ça, c'est un idéal. Je n'ai que le Cameroun comme tout pour moi. Et aujourd'hui, personne de nous ne va rester regardant lorsque des incompétents, des médiocres veulent détruire ces pays. Personne. Ça dit que moi, je ne vais pas, jusqu'à ce que Dieu va dire que mon temps est arrivé sur terre, viens te reposer. Mais tant que je suis vivant, je fais mon devoir, je le fais et je dénonce. Maintenant, les services compétents peuvent vouloir faire le travail parce que chacun sera jugé historiquement. Hein. Le pays va changer dans les prochains jours. Et chacun qui n'a pas travaillé dans son domaine de prédilection, sa compétence requise, il répondra devant les nouvelles autorités qui seront présentes et on te posera la question de savoir pourquoi n'a-t-il pas fait cela. Monsieur, chers internautes, ce qui s'est passé la semaine dernière au palais polyvalent du sport, c'était de l'entourloupe, c'était du banditisme. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, ça il faut le dire aujourd'hui. Les gens qui sont là-bas ne sont pas venus là véritablement pour faire la promotion du sport. Ils sont venus là pour se remplir les poches. Ils sont venus là via un réseau. Mais vous savez, moi je ne vais pas rester dans cette diatribe habituelle là. Non, les ministres là ne sont pas bons. Non, c'est lui qui est à l'origine de ça, c'est Paul Biya. Moi, il est arrivé là-bas. Tout le monde sait que cet homme n'est pas compétent. Il a dirigé l'IRIC. Tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas. Les quais et le compact, c'était ça la formule, la cosmogonie. Il est arrivé, il était conseiller à la présidence de la République pour des questions principalement de la culture. Vous connaissez cette histoire Sambende, CMC, les Roméo Dika, Didier Yango, il est élu aujourd'hui après le lendemain, on dit qu'il a la double nationalité parce que TDS, il y avait des intérêts. On a donc décidé d'envoyer moi les combis là-bas au ministère de l'Agriculture. Vous avez vu ce qu'il a créé là-bas? C'était déjà devenu une histoire où c'était le savoir qui était parlé. Les plus grands musiciens, les artistes étaient des savoirs. Donc ça dit que notre manière de nous comporter sauvagement là, ça dit c'est que le professeur Paul Abouna a écrit dans son brillant ouvrage paru en 2011, Le pouvoir de l'ethnie. C'est-à-dire dans son brillant ouvrage, il démontre que c'est notre manière de vivre. Donc l'archevêque métropolitain est originaire de Yaoundé où il est Bassa. Tous les chorales qui vont officier à la cathédrale Notre-Dame de Victoire, c'est les Bassa. Voilà comme ça que tout le monde a vu son incompétence au ministère de la Culture. Tout le monde a vu ça avec cette histoire de Miss Cameroun. Oui, oui, oui. C'était lui qui était ministre de la Culture. Une histoire où la vraie Miss est retenue. Ça dit que dans la salle, mais on pas fait, ça dit que c'est une autre qui remporte le prix. Ça n'a ému personne. Mais tout ce qu'on a trouvé, c'était de suspendre les activités de Miss Cameroun. Ça n'a pas changé. Il a été promu au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Chers internautes, depuis l'arrivée de ces messieurs dans ces ministères, je sais de quoi je vous parle. Nous avons des camarades de classe, nous avons des amis. Premièrement, il y a d'abord eu des cambriolages. On entraîne notamment dans les bureaux, on transportait les laptops des gens. Pourquoi? Parce que, selon certains racontants, vous savez qu'au Cameroun, les gens font beaucoup. Les cadres du ministère du Sport et de l'Éducation physique se plaignent que depuis que cet homme est arrivé là-bas, premièrement, tout est réuni tout autour de lui. Il ne partage pas, il ne délègue pas. Les budgets sont fixés par lui. Il prend les décisions de manière unilatérale. Il décide à tue-tête. Et ça fâche tous ses collaborateurs là-bas. Si vous arrivez là-bas et que vous avez certains de vos proches qui travaillent au ministère des Sports, ils vous diront, ils ne sont pas tendres avec lui. Bon, c'est vrai que naturellement, les Camerounais sont des hypocrites. Ils sont peu qui assument leurs convictions comme les nôtres. Donc, cette histoire de Tara, vous ne pouvez pas avoir plus de 30 personnes pour lancer l'appel d'offres. C'est-à-dire que c'est lui qui a pu réaliser. C'est-à-dire que l'œuvre qui était le plus meilleur. Mais vous décidez de le mettre de côté pour partir prendre un copain, un petit ami, où un budget de 712 millions a été sorti pour la conception de cette histoire hideuse que vous-même vous avez regardée, qui ne reflète rien. C'est-à-dire que qui n'incarne pas
la diversité culturelle camerounaise. C'est-à-dire que cette histoire conçue par les francs-maçons, comme vous avez vu cette histoire de Lili, avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2016, cette histoire de la promotion de l'homosexualité avec cette histoire de Lili. Donc, chers internautes, au moment où je vous parle, si ces pays, les gens faisaient leur travail, le combi devait être mis aux arrêts depuis. Parce que, ayant donc constaté avec les fausses mascottes qu'ils ont présentées, que les Camerounais ont rejeté ça en bloc, mais vous avez vu, ils vous disaient donc maintenant qu'ils vont encore refaire une autre mascotte. Entre-temps, les 712 millions, on fait quoi de ça? On a fait le bilan de tout ce que les gens ont pu y sortir pour dépenser et concevoir cette histoire hideuse. Chers Camerounais, chers frères, voilà donc ce qui nous frustre, ce qui nous choque dans ces pays. Voilà des gens qui ont fréquenté gratuitement. Voilà des gens à qui la nation a consenti des efforts énormes. On leur donne tout simplement un tout petit pan pour qu'ils essayent de travailler, pour qu'au moins les petits-enfants qui viendront derrière nous, parce que nous n'allons rien retenir d'eux, retiennent au moins qu'il y a eu des gens qui sont passés ici, là, à travers les actes. Ils sont tous dans la même logique, le même dénominateur commun, le vol, la prédation, la kleptocléma, la maladie de l'accumulation. Chers internautes, 712 millions pour ce que nous avons vu là. Et vous avez des gens comme les Abel Mengue, 77 ans, ils ne veulent pas aller à la retraite. Cet homme qui a fait le journalisme à l'époque de Mathusalem avec niveau 5e. Mais voilà donc, étant arrivé au ministère des Sports, il a ramené tous ses amis francs-maçons là, les réseaux des FM là, les francs-maçons, lesquels le compact. C'est eux qui ont brigadé le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pour tout ce que vous voyez là. Regardez comment ils se battent pour de l'argent. Chers internautes, est-ce que c'est sérieux? Il manquait de sérigraphes ou alors il manquait de concepteurs de maquettes au Cameroun? Est-ce que les Camerounais ne sont pas outillés à pouvoir faire mieux que ça? Vous-même, vous avez vu sur Internet un brillant Camerounais qui a présenté quelque chose qui était plus meilleur. Mais comme il n'était pas membre du FM, il n'était pas franc-maçon, il a été tout simplement mis de côté. Entre-temps, c'est l'argent du contribuable qui est comme ça là émietté, chers internautes. Vous voyez que l'entreloope ne fait que continuer. Et nous attirons l'attention des uns et des autres. Ne nous persécutez pas, mais prenez vos responsabilités, assumez-les. Vous avez suivi Ahmad avant-hier à RFI. Il a dit que le climat n'est pas propice pour conduire la CAN 2021 au Cameroun. Quand nous parlons ça, on va encore venir nous dire que non. Après, vous allez voir des bandits, vont encore aller louer un jet privé au Qatar. Ils vont venir ici, là, Kounia avec Ahmed, avec les supports du mal, qui sont tapis dans l'ombre. À la présidente de la République dit que non, comme le pays n'est pas gouverné, Ahmad, allons encore voler 5 millions de dollars. Donc, chers Camerounais, d'où vous êtes, chacun de vous doit prendre ses responsabilités. Accompagnez-nous dans ces combats. Nous n'allons pas accepter que notre pays continue à être à la traîne comme ça. Tout le monde sait que le CHAN 2020 devait se jouer en janvier. La CAF est entrée dans des connivences avec le Cameroun. Aujourd'hui, vous voyez, les pays sont en train de désister. La Tunisie dit qu'elle ne prendra pas part. Pourquoi? Parce que ces pays sont dans une organisation professionnelle. Tout le monde a joué le CHAN. Ils savaient très bien que le CHAN devait se jouer en janvier 2020. Les bandits sont allés dealer avec la CAF parce qu'un actonien qui était le président du comité d'organisation de ces CHAN a dit dans un discours que même en avril 2020, les stades ne seront pas prêts. Il a été démis par moi les combis. Oui, de temps en temps, il faut que des Camerounais sortent de cette ignominie. Et je félicite un actonien, même s'il n'est pas mon ami. C'est des gens que je ne porte pas dans mon cœur. Mais quand un Camerounais commet un acte de bravoure, il faut féliciter cela. Oui, nous avons besoin de ça. Mais voilà donc des gens qui détruisent le pays. Et aujourd'hui, la Tunisie veut désister, a déjà désisté, l'Égypte, le Maroc. Pourquoi? Parce que la CAF est entrée dans des connivences avec le Cameroun. On veut désacraliser le CHAN. Est-ce qu'on est obligé d'organiser ces compétitions, chers internautes? Nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas prêts. Les compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations à 24 pays, c'est une mini-coupe du monde. C'est des compétitions où, avant de candidater, il faudrait déjà que vous ayez un certain nombre d'infrastructures qui sont déjà visible. Mais pendant 36 ans, les gens n'ont pas développé le Cameroun. On a carrément à compte courant en s'en prend dans nous. Chers internautes, allez aujourd'hui en Colombie, allez au lycée Bénin, passez par Essos. Toutes les routes camerounaises, elles n'existent plus. Toutes les routes sont en terre battue. Elles sont poussiéreuses. Moi qui vous parle, je suis obligé d'utiliser un benzineur et que je paye à prix d'or. Est-ce que c'est sérieux? Un pays qui a tout, qui produit du pétrole, un pays qui a de cela 30 ans, était admiré par les autres pays, c'est la méchanceté des hommes. Regardez les pays comme le Maroc. Le Cameroun avait plus de routes bitumées que le Maroc en 82. Le Cameroun était le miroir. Mais regardez d'où le Maroc s'est trouvé aujourd'hui. Regardez d'où le Sénégal s'est trouvé aujourd'hui. Regardez d'où le Bénin s'est trouvé aujourd'hui. Même la Côte d'Ivoire, où le Burkinabé est là-bas. Regardez ce qu'il a pu faire en 10 ans.
Nous, on n'avançait même pas d'un iota. Donc, chers internautes, il n'est pas question qu'on nous refasse une autre maquette de Lili. Qu'on nous dise, vous avez compris, chers internautes, les 712 millions, c'est parti où? C'est de ça qu'il est question. Que les services de renseignement du Cameroun fassent leur travail et qu'ils rendent le rapport à qui les doit. L'argent est payé au ministère du Sport et de l'Éducation physique. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler ça, chers internautes. Tout le monde a apprécié quand il a limogé Sidorf. C'était un acte sérieux parce que de ses côtés, il y avait des pots de vin. Il y avait des pots de vin parce que la venue de Sidorf au Cameroun, c'est vrai, j'ai soutenu Sidorf parce que j'avais estimé que, vu le niveau qu'il atteint dans le football, il devait être au-dessus de la mêlée. Et de deux, j'estime que la race noire vient d'Afrique et j'estimais que c'était les nôtres. Mais les Sidorf nous ont trahis. Mais vous ne savez pas, chers internautes, la venue de Sidorf, les gens ont eu beaucoup d'argent. Il y a des gens ici qui sont venus avec Ahmad, qui vous ont dit qu'ils sont les mascottes des Pumas. Ils ont eu 500 000 € de pots de vin dans cette histoire. Beaucoup de deals se sont passés dans cette histoire de Sidorf. Et là, vu toutes les humiliations que lui, moi, les Combi a subies, c'est-à-dire que d'abord, en Tanzanie, lorsque les U17 ont remporté la CAN, alors, un monsieur qui a été chef de protocole de Issa Hayatou, parce qu'il faut le rappeler que ce monsieur n'avait jamais été chef de protocole de la CAF. Il était chef de protocole de Issa Hayatou, sachant très bien les usages et les coutumes de la Confédération africaine de football, qui ne traite pas avec les membres du gouvernement, avec les fédérations. C'était à lui de souffler à moi le commis dans son oreille. Que, Excellence, vraiment, ici, là, vous ne serez pas le bienvenu. Mais il a accepté faire humilier ces derniers. Jusque-là, les Lions ont écrit une lettre demandant qu'ils ne veulent aucune influence extérieure. Le même moi, le commis, c'est vrai, il est représentant de l'État du Cameroun, veut se rendre dire, saluer les joueurs dans les vestiaires. On lui a fermé la porte. Mais entre-temps, le sorcier, lui, il est venu, on a ouvert les portes. Pourtant, dans la lettre des joueurs, ils avaient dit qu'ils ne veulent pas les influences extérieures. Donc voilà autant de choses. Tout le monde a félicité le fait qu'il ait limogé Sidorf. Ça, c'est normal. Là, on avait estimé qu'au moins, quand quelque chose est bien fait, on apprécie. Mais alors, ce n'est pas derrière ça qu'il faut se cacher pour piller le pays. Il faut donc s'opposer viscéralement et radicalement. Et c'est ça, notre devoir et mon devoir. Moi, je ne cherche pas vos postes, mais nous vous disons que travaillez pour le Cameroun. Vous ne pouvez pas concevoir une histoire qui ne reflète à rien, qui termine l'image du Cameroun. Ça ne compile même pas la diversité culturelle camerounaise. Hein? Et après, vous revenez là, vous dites que bon, comme les Camerounais ne sont pas d'accord, vraiment, on va voir comment réajuster cela. Entre-temps, le budget qui a été confectionné, tous ces paquets de personnes que vous avez invitées là, on fait quoi de ça? Est-ce que c'est comme ça qu'en République on se comporte, chers internautes? Vraiment, les gens vont venir nous dire que oui, vous êtes absents. Oh, machin, c'est ça, on va nous traiter d'être des bonimenteurs. Les gens de la péréraison creuse, les adeptes du chaos, ceux qui veulent détruire, nous sommes des nihilistes. Oui, nous voulons détruire quoi? Les qui détruisent même bien vrai le Cameroun. Hein? Les qui radicalisent les Camerounais au nord-ouest, au sud-ouest. Ce sont des comportements comme ceux-ci, chers internautes. Respectons-nous, aimons notre pays. Le pays ne peut pas vous avoir nourri comme des nourrissons. Mais vous êtes incapables de servir ces pays. Qu'est-ce qu'on retiendra de vous? Rien que des actes négatifs. L'ignominie. Vous ne pouvez pas vous imaginer, nous sommes devenus la risée du monde avec cette histoire de Tara. Mon Dieu, c'est quoi ça? Vous-même, vous avez regardé. Ça ressemblait à quoi, chers internautes? Ça ressemblait à quoi? Est-ce que chacun de vous, là où vous êtes là, vous êtes susceptible d'accepter vous filmer avec cette histoire-là? Ça ressemble à quoi? Hein? C'est comme un enfant mongol. Comme la plupart d'entre eux ont des enfants mongols. Peut-être c'est cette image qu'ils ont voulu venir faire véhiculer au sein de l'opinion. Non, nous refusons cela. Mais avant de refuser cela, il faut qu'on nous fasse l'état des lieux. Tout cet argent qu'on a dépensé. Les 712 millions d'abord pour la confession de cette histoire hideuse. Plus le budget alloué à l'organisation de la cérémonie, de la présentation de cela. Donc, les Aben Bengue, ce que moi je peux vous dire aujourd'hui, c'est que partez en retraite. Vraiment, vous avez été journaliste là, niveau 3e, partez en retraite. Arrêtez ce que vous faites là. Vous êtes partout dans les forats. Vous intervenez, vous voulez justifier l'injustifiable. Ça ne fait pas sérieux. Vous avez aujourd'hui des petits-enfants qui vous voient mentir à Mondovision. Hein? Vous manipulez les journalistes des sports. Hein? Il y a de cela 2 semaines. L'association des journalistes sportifs du Cameroun, la section du SAN, n'a pas pu élire son président. Parce que vous êtes là, vous manigancez par derrière. Vous soutenez Achille Toussaint qui est Bamileke. Après, vous venez vous dire que non, les Bamileke et les Bamouna ne peuvent pas. C'est Abel Menga qui tenait ces discours. Mais entre-temps, vous soutenez Achille Toussaint. Et ça, c'est sérieux. Donc, tous les Camerounais sont nos frères. Arrêtez de nous diviser. Vraiment, tu as été chef de... Tu as été un coursier de Issa Hayatou à la CAF. Vous avez eu beaucoup d'argent là-bas. Avec l'histoire des droits de télévision avec Issa Hayatou. Vous êtes très riche. Vraiment, qui t'amène à la Nafoud là-bas, vous continuez la prédation là-bas. Laissez le ministère des Sports. Laissez de diviser les Camerounais. Chers internautes, est-ce que c'est bien ce qui se passe là? Le ministère des Sports
aujourd'hui. Hein? On n'a pas renouvelé les organes au niveau des fédérations. C'est le devoir du ministère du Sport. L'Olympiade, depuis 2016, que les mandats des présidents sont arrivés à terme. Jusqu'à la date où je vous parle, la prochaine Olympiade, c'est en 2020. Ils vont repartir comme ça là. Ça sera toujours les mêmes présidents dans les fédérations. Voilà les problèmes sur lesquels moi, je dois s'attarder. Voilà les problèmes sur lesquels on doit s'attarder. Vous vous empressez parce qu'il y a de l'argent qu'on a sorti dans les caisses de l'État. Entre-temps, il n'y a pas d'argent. Les Camerounais souffrent. Regardez, le mois de décembre, c'était le mois où chaque Camerounais, d'où il se trouve, dans tout ce qu'il pouvait faire, attendait faire son chiffre d'affaires. Chers internautes, vous qui êtes les Camerounais de la diaspora, je vous assure, si vous arrivez actuellement à Yaoundé, vous allez couler les larmes. Les Camerounais misèrent. Les Camerounais souffrent. L'agressivité, les mototassements, les insultes. Les Camerounais sont devenus barbares parce qu'ils sont misérables. Ils sont hantés par la maladie de la pauvreté. Chers internautes, voilà un pays à qui Dieu a doté de toutes les richesses. Mais venez voir. Mais je vous assure, à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes le 24 décembre. Il y a peu de personnes qui ambitionnent d'inviter même les proches pour manger même la sauce d'arachide demain. Parce que les gens ne savent pas ce qui sera fait demain. Les enfants pleurent. Vous avez vu, les gens ont fait exploser les prix sur les marchés. Mais ils sont aujourd'hui dessus. Ils sont obligés de revenir, eux-mêmes de supplier les gens d'acheter. C'est grave. Les gens pensent qu'ils font ça à qui? C'est pas à nous. Oui, nous, on va nous tuer, on va nous arrêter. Mais ça va changer la situation. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. C'est nous là qui aimons le Cameroun. Parce que nous vous disons des choses qui sont vraies. Je serais allé à Washington, en Suisse, je ne sais pas, au Nigeria. Moi, je devais dire même des choses plus graves. Mais je reste ici. Parce que j'estime qu'on peut construire, c'est l'union qui fait la force. Travailler pour le Cameroun. Vous-même, vous êtes fiers que vous partez de la SNI jusqu'à l'hôtel du plateau. Vous avez 891 trous. Comme les pattes d'éléphant. Nkolomese, tu es né poussière, tu retourneras poussière. Mais regardez vous-même. La ville de Yaoundé est polluée. Ça pue partout, il n'y a pas de toilettes publiques. Les immondices, les ordures montent comme ça. Et c'est sérieux. Et vous voulez organiser la CAN à 24 pays. Vous vous moquez de qui? C'est pas de nous, hein? C'est pas de nous. Vous vous moquez de vous-même. Parce qu'on ne retiendra rien de vous. Et vous venez avec des gros titres, professeur. Un professeur ne vole pas. Professeur ne vole pas. Un intellectuel, c'est celui qui met son intelligence au service de la vérité. C'est ça, la définition d'un intellectuel. C'est pas de venir là avec des mots grandiloquents, machin, ça dit que les gros mots, les casus belli, cette gromologie-là, vous n'allez impressionner personne avec. Ça ne vous fait pas grandir. C'est pour ça que vous voyez les gens vous méprisent. Vous prenez dans les loges, en affamant les Camerounais. Oui, peut-être les paresseux viendront se faire émietter les derrière pour que vous les donnez des petits marchés. Mais moi, je ne le ferai pas. Les Camerounais qui aiment le travail, qui aiment ces pays, ne le feront pas. Vous allez affamer les Camerounais, mais jusqu'à quand? Mais regardez comment Dieu vous humilie. Vous avez les enfants mongols. C'est vous qui allez en prison. C'est vous qui mourrez bizarrement. C'est vous aujourd'hui que vous êtes mis à nu. Hein? On vole 300 millions dans ton domicile. Tu crois que ça ne va pas sortir, ça finit par se retrouver en public. Regardez comment vous êtes malheureux. Celui que vous vous revendiquez d'être ces créatures, il vous retire les passions, il vous humilie. Regardez comment vous êtes. Regardez comment vous êtes, mais jusque-là, ça ne vous assagit pas. Vous êtes toujours les mêmes. Le j'y suis, j'y reste. Le jusqu'au boutisme absolu. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Voilà donc les conséquences de ça, le nord-ouest et le sud-ouest. Réglez donc. Réglez. Réglez donc. Réglez. Réglez donc. C'est bien beau, vous venez sur Internet avec le faux profil. Vous voulez nous attribuer des dires que nous n'avons pas dit. Réglez donc le nord-ouest et le sud-ouest. Réglez. Vous sortez des lois à l'autochtonie. Ah, ceci, cela. Réglez. Vous allez tourner comme le tourbillon. Nous allons finir par nous asseoir et nous allons trouver solution à ces problèmes. L'arrogance, le mépris, la violence, l'extrémisme ne paye pas parce qu'en face, ceux-là se radicalisent. Et ils se battront avec les armes non conventionnelles et ils auront... Donc nous n'avons qu'un seul pays que nous avons le devoir de le construire. Le construire. Arrêtez d'agresser les gens, arrêtez de faire tout ce que vous faites là, ça ne va rien changer. La preuve en est que vous conservez vos choses dans le noir, mais en plein jour, vous finissez par vous trahir. Aujourd'hui, avec la venue d'Internet, Internet aujourd'hui, c'est l'une des plateformes la plus écoutée, la plus regardée. Chers internautes, les radios qui ne traversent même pas les changer des ventes, vos télévisions qui s'arrêtent ici à Yaoundé, à Douala, avec Internet, c'est tout le monde qui est informé. C'est 1 million de Camerounais qui vont sur Internet, seront Internet sans frontières. Ça veut dire que quand je communique ici, là, vos radios et vos télés, là, je ne peux plus. Vous ne m'invitiez pas avant. Mais maintenant, vous avez dit, ah, les problèmes, on t'invite. Je ne suis pas dans vos choses.
J'ai fait mon combat, voilà ma plateforme ici. On va me tuer ici. On va me mettre en prison ici, chers internautes. Et je vous dis à vous les Camerounais, n'acceptez pas la division. Soutenez-moi en prière, soutenez la plateforme. C'est le Cameroun qui est notre pays. Personne, même si j'ai la Kalachnikov sur la tempe, vous n'allez jamais me voir faire comme des longueurs. Quand il dit quelque chose en journée à 6h30, il vient. Moi, je suis comme mon défunt papa. J'ai les vertus en moi. Je ne peux jamais lésigner dessus. J'assume mes convictions. Et c'est ça quand un homme est animé par le Saint-Esprit. Parce que je crois en Dieu. Je n'ai pas dit que je ne pêche pas. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de défaut. Mais alors, j'ai hérité ça de mes ancêtres. Les Oumniobé sont mes ancêtres. J'ai du sang Bassa et j'assume. Ma maman est Yambassa. Donc vous pouvez voir ces mélanges. Donc, chers Camerounais, les histoires, on va dire probabilité, c'est faux. Quand ces gens-là veulent nous voler, ils ont confectionné le faux Tara là. 712 millions là. C'est tous les tribus. Hein. Il n'y a pas que... C'est eux tous là. Quand ils faillent, qu'ils se bataillent, les postas, les namas, les rites, les miens, ils ne tiennent plus compte que tu es bourru, tu es bamileke. Non, c'est faux. Ce sont des paresseux là. Parce qu'ils sont incapables de solutionner les problèmes. Je vais vous rappeler et je vous interpelle, chers internautes. Et ça, je demande aux uns aux autres que vous êtes avec vos enfants d'aller vous abreuver de René Dumont. L'Afrique noire est mal partie. Allez à Google, téléchargez ça gratuitement. Il y a un chapitre qu'il a retenu où il a dit que les intellectuels africains seront incapables de solutionner les problèmes économiques et feront même basse sur l'appareil politique et ils vont créer ce qu'on appelle des histoires, c'est-à-dire que les sinarba, les jeux de hasard, le njambo, les auberges, les centres de jouissance. Et ils vont faire de la prédation. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et René Dumont était un prophète. Il a écrit cet ouvrage en 1962. C'est encore d'actualité. Voilà des hommes. La nation leur a donné tout. Regardez-les. Ils ont créé les quartiers, les Kuwait City, les Golfs. C'est toujours eux. Mais jusque-là, ils n'arrivaient pas à améliorer le réseau routier camerounais. Vous vous revendiquez d'être les créatures de quelqu'un, mais vous n'honorez pas ces créateurs. Donc, chers internautes, les moelles, les combis doivent nous dire ce qu'ils ont fait de 712 millions. Personne ne va accepter que vous allez refaire un autre état. Non. Zéro. 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 Dites-nous d'abord le budget, ce que vous avez fait de ça. Vous allez beau maintenant vouloir instrumentaliser les gens sur Internet. C'est un de vos affidés que vous financez dans le noir. C'est un gens c'est-à-dire que membres de vos cercles ésotériques. C'est-à-dire que les Templiers, vos fraternes. Mais ça ne donnera rien. Tout le monde a vu le Tara là. Vraiment, c'est la honte, c'est l'ignominie. Ça ne nous honore pas. Donc, chers Camerounais de la diaspora, chers Camerounais de l'intérieur du pays, ensemble, nous allons construire ce pays. Personne ne me fera peur, chers internautes. Personne ne me fera peur. Je reste égal à moi-même. Toutes sortes de menaces, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. C'est lui qui est mon guide. La croix du Christ est mon protecteur. C'est lui. Le jour où lui-même il dira que mon fils, ta mission sur terre est arrivée à son terme, il va me rappeler à chaque fois quand je m'agenouille pour implorer le Seigneur Tout-Puissant. Je lui demande lui-même de me tuer le jour où il va vouloir. C'est vrai que Dieu ne tue pas les gens, le jour où il va me rappeler. Donc c'est ça. Donc chers internautes, le pays va très mal. Les gens souffrent. Vous avez compris? Moi qui vous dis là, je ne peux pas être fier que moi je mange peut-être une fois par jour. Et j'ai autour de moi des gens qui sont en famille, ils vont me tuer. C'est pour ça que vous voyez, il y a des agressions. Je viendrai vous parler ici là la semaine prochaine sur le trafic des enfants. Cette histoire où vous voyez les enfants de 0 à 2 ans, 450 000, de 0 à 3 ans, 500 000. C'est des réseaux qui sont orchestrés et bien fabriqués. Et on connaît où ça se trouve. Je vais vous parler de ça dans les écoles primaires, comme une école qu'on appelle école ECA, la passion à Don Bosco. Je vais vous parler de ça. Ce sont des réseaux. Cette plateforme va vous ouvrir les yeux. On ne détruira pas le Cameroun comme ça. Donc, chers internautes, nous aimons ces pays. Je suis fier quand je m'adresse à vous. Les gens peuvent m'insulter. Hein. C'est ça la diversité des idées. Hein. Il faut respecter les points de vue des uns et des autres. Même Jésus même n'a pas fait l'unanimité. Personne ne peut faire l'unanimité. C'était seul Dieu. Bon, pour ceux qui croient en Dieu. Donc, nous avons pour ambition de construire le Cameroun. Vous avez compris. Et si vous aimez ce que nous faisons, accompagnez-nous dans les prières. Les menaces des uns et des autres, vraiment. Moi, je ne peux pas fuir le Cameroun. C'est là, mon cordon ombilical, c'est ici. C'est là. Je dois mourir comme Mongo Bétier est mort ici. Angel Ben est mort ici. Jean-Marc Ela est mort au Canada, on est venu l'enterrer ici. Là. Donc, le Cameroun, c'est tout pour nous, chers internautes. Donc, je vous dis, chers frères et sœurs, d'où vous êtes,
d'où vous vous trouvez. Soyez heureux, soyez fiers d'appartenir à une nation qu'on appelle le Cameroun. Les sorciers qui l'ont détruit pendant 36 ans, les sentences est déjà arrivée. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, ils sont comme ces poulets, comme certains qui ont réussi à faire égorger les poulets aujourd'hui. Quand il est en train de faire ces derniers battements-là, il ne veut pas mourir seul. Il vous explose du sang. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, ils font semblant d'être méchants. Ils ne sont même pas méchants. Ils ne sont pas méchants. Parce que quand vous êtes même méchant, c'est des gens qui sont comme ça. Je ne dirais pas qu'ils sont maudits, mais ils croient être méchants. Puisque cette méchanceté, ça ne leur avance à rien. Ça se retourne plutôt contre eux. Auparavant, la plus grosse escroquerie qu'ils nous présentaient souvent, c'était la paix. Aujourd'hui, là, dans les adresses, là, est-ce que le Cameroun est encore en paix? Donc, c'est pour vous dire que c'est ensemble que nous allons construire ce Cameroun. Donc, chacun de vous doit faire ce qu'il a à faire. La lutte, c'est une lutte féroce. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. Et pour qu'on se libère de ces gens, acceptons de souffrir. Souffrir dans la logique de l'honnêteté, pas souffrir dans la posture de la traîtrise. Ça ne paye pas. Vous allez beau venir demander les droits de réponse pour voir là où nous faisons les directs. Après, vous allez donner les numéros de téléphone, mais ça ne donnera rien. Vous finissez toujours par être démasqué. C'est malheureux. Et ceux qui font ça, ce sont les jeunes. L'ennemi du jeune au Cameroun, c'est le jeune. Mais je dis, chers internautes, nous allons démasquer tous ces gens. La preuve en est que tout ce qu'ils conçoivent dans le noir, au grand jour, ça paraît. Si c'était tellement fort, c'est que tout ce qu'ils font là, on gobe ça seulement, non? Ils ne savaient pas qu'avec Internet, les Camerounais devaient être perspicaces. Aujourd'hui, vous avez vu que même ce qu'ils font dans leurs propres bidets à l'intérieur, ça réjaillit comme ça au grand jour et c'est dans l'espace public. Vous allez faire que vous achetez les maisons de 650 millions, donc on parle de vous, vous envoyez les gens venir casser les émetteurs des radios des gens. Ça ne va rien changer. Ces menaces-là, ce sont les menaces moyenâgeuses. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Nous n'avons qu'un seul pays à construire. Parce que tout ce que vous faites là, vous pensez avoir le pouvoir, mais c'est un pouvoir éphémère qui va s'estomper comme un château de cartes dans les prochaines jours. Vous allez donc faire comment? C'est ceux que vous avez opprimés là. C'est eux qui deviendront vos patrons des mains. Et si eux, ils vous administrent ça, vous allez commencer à parler des droits de l'homme, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la force du vainqueur. C'est faux. Donc, que chacun de vous se ressaisisse. Nos frères camerounais de la diaspora, là, ils ne sont pas les gens qui n'aiment pas le Cameroun. C'est faux. Ces gars ont été frustrés. Beaucoup d'entre eux ont été nos camarades de classe. Ils se sont battus comme ils ont pu se battre. Ils ont rallié les différents continents. Et ils veulent venir réinvestir ici. C'est à cause de votre malgouvernance. Le refus catégorique de les reconnaître la double nationalité. Et un certain nombre de non-respect des droits de l'homme. C'est ça qui radicalise ces gars. Parce que quand on regarde ce que ces gars envoient aux différentes familles, rester au Cameroun, c'est plus que l'aide au développement que la France octroie au Cameroun. Selon les statistiques de la Banque mondiale, c'est près de 3 à 4 milliards de dollars par an. On ne peut pas cracher sur ça. Parce que je connais des familles. Moi-même qui vous parle, je vous ai dit que j'ai ma propre grand-sœur, même père, même mère, qui est médecin. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle fait. Pour nous, nous étions 8 dans une famille de 8 enfants, nous sommes maintenant 6. Sans compter les nièces, les petits-fils, tout ça. Elle a au moins près de 170 personnes qui sont sous sa responsabilité. On ne peut pas cracher sur ça. C'est parce qu'elle s'est battue. Elle n'a pas eu de bourse. Elle est une immigrée qui a réussi à rallier ces différents pays-là afin d'aller trouver le bonheur ailleurs. Donc, notre pays a tout. Moi, je ne vais pas fuir le Cameroun, chers internautes. Je vais rester ici. J'aime le Cameroun et le combat, c'est ici. Si nous tous nous partons, c'est ça la stratégie, que nous prenons la rive, Melilla et Ceuta, les côtes libyennes. Ça laisse libre cours à les enfants mongols avec des faux diplômes. Quand on lance les concours de l'ENAM, ils se répartissent les postes comme quelqu'un qui a l'Assemblée nationale, qui a 68 enfants. Il a mis 33 à l'Assemblée nationale avec belle-fille, petite-fille, beau-fils, tout ça. Oui, après il va à l'extrême nord dire qu'on fabrique beaucoup d'enfants. Un Bantou qui parle comme ça. Parce qu'il a été interpellé par un député courageux. Donc, chers Camerounais, assagissez-vous. Le Cameroun nous appartient. Il n'y a pas de problème. Qui me tue? Qu'il m'arrête. Dieu est au contrôle. Tout ce que vous faites dans le noir, il fait réapparaître ça au grand jour. Donc, je vous souhaite encore une fois de plus, bonne fête de la nativité à tous les Camerounais, ceux de la diaspora, ceux de l'intérieur du pays. Que chacun de vous, au moment où vous êtes en train de rallier vos domiciles, vous soyez couverts du sang du Christ Tout-Puissant et qu'ensemble vous vous trouvez avec vos différentes familles. Que le bonheur, la joie, la fécondité, la richesse, l'amour vous accompagne. Aimez les uns et les autres. Que ensemble, la nouvelle année 2020
soit l'année de libération pour tout le Cameroun et pour l'ensemble de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui souffrent. Et que cette plateforme vous reste ouverte. Donc, abonnez-vous en masse, partagez en masse. Construisons le Cameroun, non pas pour diviser, mais positivement. Nous resterons toujours égaux à nous-mêmes. Le jour où vous constaterez que j'ai failli, que dans mon discours, ce n'est plus ce que vous voulez entendre, vous m'interpellez. Et là, vous allez vous déconnecter. Mais je peux vous rassurer que reprenez toutes mes interviews, que ce soit dans les radios qui sont en ligne, dans des plateformes cybernétiques, je suis égal à moi-même. Je suis l'un des rares Camerounais. C'est vrai que le mot « je » est un mot haïssable. Mais je peux aujourd'hui me prévaloir de parler de cette manière. Je ne me dédie jamais. Je suis un homme droit dans mes bottes. J'ai le même discours et je suis cohérent. Donc je vous dis, chers frères, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous restons à votre écoute. Soutenez-nous en prière. Ensemble, nous allons bâtir ces pays que nous rêvons tous. Bonne soirée à tous.